Oh, la cam qui saute. J'espère au moins que tu m'entends. Je t'entends, tout va bien. J'ai été Bon, surpris de ne pas te voir. Les gens n'auront pas l'image, ils n'auront que le son. Que se passe-t-il? J'espère que le chat va bien. Ça fait c'est... très plaisir de vous retrouver ce soir dans une semaine très très verte. Et j'espère que Capet, tu vas très très bien de ton côté aussi. Oui, oui, ça va. Vous inquiétez pas, la cam est là. Vous me confirmez qu'elle est là? Oui. Bon, en direct de l'hôtel. Donc malheureusement, une connexion qui peut s'avérer instable. Donc si ma caméra, elle est toute glitchée, mauvaise qualité, etc. Au pire, je la couperai. Le but, c'est qu'on entende l'opium. Donc écoutez, au programme aujourd'hui, on va parler beaucoup d'Ethereum. On parlera un petit peu du reste, mais surtout beaucoup d'Ethereum. Pourquoi je me permets de vous parler d'Opium? Eh ben, écoutez, c'est très simple. Vous l'avez vu, la mise à jour Ethereum Pectra est passée et elle a fait passer un bon message. Vous avez pu voir sur mes réseaux sociaux depuis un certain temps déjà que je me suis efforcé quand même de continuer de vous parler d'Ethereum pendant que tout le monde nous disait que c'était fini, qu'on allait tous mourir, qu'Ethereum allait passer à 500 $. Enfin, vous connaissez hein, le schéma habituel. On est quand même tombé à 1003, hein, donc ça a été violent, hein, même pour moi, qu'on se le dise. Mais la roadmap, on la connaît. Je me suis efforcé de continuer de vous parler de cette roadmap. Et donc, ce qu'il faut en retenir aujourd'hui, c'est que Pectra est passé sans encombre et que la communication de l'Ethereum Foundation, elle a été très positive. Dans quel sens? Ben, tout simplement, ils ont compris que ça n'allait pas assez vite, mais pas forcément dans le sens où vas-y, maintenant, faut se précipiter et faire des bêtises, mais plutôt que il fallait donner du pouvoir aux bonnes personnes et recentrer certaines priorités, notamment le Layer 1. Donc, on a pu voir il y a quelques semaines de cela qu'on a augmenté les capacités du réseau Ethereum de l'ordre de 20% sur le mainnet, soit un passage de 30 à 36 millions de gaz. Très prochainement, on va passer à 60 millions de gaz, donc on va augmenter de 67% les performances du L1. Donc mécaniquement, bah, ça va baisser les frais sur le L1. Et il y a déjà des projets pour viser 100 à 150 millions de gaz à la fin de l'année. Donc, ce que ça voudrait dire, c'est qu'on ferait un x5 rien que sur l'année 2025 pour les performances du Layer 1. Donc ça, c'est la première chose. Du coup, vous allez vous poser la question, oui, mais en fait, ça sert à quoi? Bah écoutez, c'est très simple. Je vais vous rafraîchir la mémoire. Passé un temps, Ethereum, vous l'aimiez. Vous l'aimiez, vous l'achetez, vous le holdez, et il y avait de l'activité dessus. Et ensuite, il y a eu on va appeler ça le bear. Il y a eu la concurrence sur Solana et compagnie. Les gens se sont plaints que c'était trop cher, que c'était pas assez rapide, etc. Donc l'activité on-chain, elle a totalement chuté. Et ensuite, ça vous a donné une nouvelle occasion de vous plaindre. Cette fois, c'est plus trop cher. C'est il y a pas d'activité et puis le prix de l'Ether il baisse. Voilà. Donc aujourd'hui, là, on vous propose le meilleur des deux mondes. On vous propose de l'activité on-chain, justement avec cette mise à jour Pectra qui ajoute une fonctionnalité qui n'est pas des moindres, c'est le IP7702 qui va vous permettre de transformer votre simple wallet en un smart contract l'espace de quelques temps et donc vous permettre des transactions plus complexes comme la possibilité par exemple de payer le gaz avec différents jetons ERC20 ou avoir des interactions un peu plus complexes avec des applications ou des layers 2, etc. Donc ça va se faire progressivement. Et donc ce fameux schéma de l'interopérabilité, il arrive en fait. Il arrive enfin. Donc cette vision d'avoir des layers 2 qui soient utilisés au travers d'une expérience unifiée, au travers du layer 1, ça arrive. Donc en augmentant les performances, en baissant du coup les coûts et en améliorant la vitesse et l'interopérabilité, on commence à se rapprocher d'une expérience, on va dire, Solana-like, avec la décentralisation et l'effet de réseau en plus. Donc c'est pour ça que je trouve ça particulièrement bullish. Comment tu vas toi, Thomas? J'arrête mon monologue. Non, mais quand tu fais des monologues de tech, de toute façon, moi je suis preneur, je mange ça comme du petit pain. Moi écoute, ça va très très bien. Comme le marché va très très bien, je vais très très bien. J'ai vu des gens heureux un petit peu, parce que depuis le temps qu'ils se font allumer sur leur bague un peu de verre, on va pas se mentir, ça fait toujours du bien de voir que les gens reprennent un peu d'optimisme et qui se réintéressent un petit peu aussi justement à l'aspect tech, ce qu'on peut raconter autour du fondamental. Quand le prix monte, le fondamental, il est tout de suite un peu Et plus bien meilleur. intéressant. Donc c'est ça exactement, la tech, la tech aide bien. Donc c'est très très cool de voir que les gens sont un peu plus chauds en ce moment et on va pouvoir faire une belle émission pour parler de tout ça justement. Yes, alors on me dit un petit message. Alors pour le coup, en termes de timing et de chat, j'ai fait très fort dimanche dernier. Alors vous le savez, je suis avec une partie de l'équipe investisseur sur le projet Layer de Solayer. Donc fondamentalement, ça me plaît toujours. Sur le papier, c'est toujours très joli, mais j'insiste sur le fait que c'est sur le papier. On a quand même des gens
côté tech qui ont l'air très sérieux, mais le prix du layer il montait de manière, on va dire, artificielle selon moi. Donc je me suis permis de dire la semaine dernière, écoutez, je trouve ça bizarre. Il y a peut-être des dingueries. On avait vu Mantra, on avait vu Mouvement, peut-être quelque chose qui nous arrive avec Layer. Bah écoutez, ça a pas loupé. Le lendemain de l'émission, le Layer est passé de 3,20$ à 1,2$ actuellement. Donc c'est une chute vertigineuse. Autant vous dire que virtuellement, j'ai perdu pas mal d'argent, mais je suis quand même toujours en profit. Juste, mon contrat ne permet pas de sortir, mais on n'a aucune. Alors déjà, regarde, ça va vite. Qu'est-ce que je disais, pardon. Il y a eu un commentaire désobligeant dans le chat. Je veux pas ici. Qu'est-ce que je disais? Ouais, le layer, on n'a pas d'infos. Le prix, il a chuté comme pas possible. On n'a pas d'infos. Il continue de communiquer comme si de rien n'était. On s'attend à ce que potentiellement en off il y ait des petites magouilles. J'accuse personne. Évidemment, j'accuse personne. Ça peut être l'équipe, ça peut être des market makers, ça peut être des manipulations de marché, les Illuminati, peut-être. Mais en tout cas, bon. Ce qui est un peu particulier, c'est de n'avoir eu aucune communication, parce que autant pour Movement, pour Mantra, bon, ça a été des choses assez obvious et on a rapidement eu des raisons. Autant pour Layer, à part des spéculations en disant que bon, ça doit sûrement être ça, il y a peut-être des unlocks, des investisseurs qui sont en train de préparer des shorts, etc. Enfin, il n'y a pas de truc vraiment très clair comparé au reste. Du coup, c'est un peu particulier. Il n'y a rien en termes de communication de la team, etc. Donc, méfiance du côté de Layer. Mais Du coup, écoutez, ce que je vous propose, c'est d'enchaîner directement sur tout ce qu'on s'est noté, savoir le fonda, l'actualité, etc. En tout cas, merci beaucoup d'être là, Thomas, et j'espère surtout qu'on va avoir des belles semaines. Je tiens quand même à faire un disclaimer avant de démarrer. Ethereum s'est bien rattrapé. On est passé de 1003 à 2005 à peu près. Actuellement, quasiment un x2 depuis le bottom. Est-ce que ça va continuer? J'en sais rien, je suis pas devin. Ce que je sais, c'est qu'à très court terme, forcément, c'est très positif parce que tout ce qui a été critiqué autour d'Ethereum, et j'étais le premier à critiquer, ça a été entendu. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Et on a surtout de la vision. C'est-à-dire que là, on a la mise à jour Ethereum Pectra qui est sortie. On a entre la mise à jour Ethereum Pectra qui est sortie et la prochaine mise à jour, de la visibilité sur le fait qu'on va continuer de scale le Layer 1, qu'on va aussi voir de plus en plus d'activités sur les Layer 2 parce qu'il y a beaucoup plus d'espace qui a été débloqué pour les roll-up. Je pense notamment à Base qui est à, je crois, 37 mégas secondes actuellement et qui en vise 50 pour très bientôt. Je risque aussi d'avoir ma connexion Internet qui fasse faux pas, donc je m'en excuse d'avance, encore une fois. Et du coup, moi, je vous fais pas de conseils en investissement, bien entendu. C'est-à-dire que fondamentalement, c'est très positif ce qui se passe sur Ethereum, mais ça reste que de l'infra. Voilà, ça reste que de l'infra et qu'à un moment donné, le problème, on le connaît. Il faut les applications en face et que même si l'infra, elle s'améliore, ça débloque pas 100 000 nouveaux usages non plus en face. Donc, il y a moyen que, comme d'habitude, les gens soient très optimistes à très court terme et puis qu'ensuite ils se disent du coup c'est tout et c'est quoi la suite et qu'il n'y ait pas de suite et que ça se retourne. Et là bien sûr je vous parle que des cryptos, je vous parle pas de la macro. Très bon message. Effectivement, il est vraiment devenu déflationniste, ETH, ou c'est un bug? Et je ne suis pas en capacité de te répondre sur est-ce qu'il est devenu déflationniste puisque le site Ultrasound Money est en maintenance. Par contre, les tweets que tu as pu voir à ce sujet-là affichaient un bug d'affichage. Voilà. Donc si tu voyais que ça devenait ultra giga déflationniste à très court terme, c'est faux. C'est un bug d'affichage. Par contre, les réglages sur Ethereum sont un petit peu plus sensés. C'est-à-dire qu'ils vont pousser d'une part les Layer 2 à avoir de plus en plus d'activité et donc les forcer à brûler de l'Ether et aussi les forcer à ne pas utiliser l'espace call data qui est plutôt fait pour les utilisateurs. Et donc, on peut s'attendre à ce qu'il y ait du mieux si on continue de voir de l'activité on-chain. Donc, il y a une explosion de l'activité on-chain récente, mais ça n'a rien à voir avec l'époque, donc on espère que ça ira mieux après. Alors, baisse du render, je ne sais pas. Pour le coup, je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. Il me semble qu'en plus de ça, c'est pas vraiment quelque chose de significatif. Ça devait être dans le mouvement. On a eu un petit mouvement sur un peu tout à l'heure parce qu'on a eu des news, etc. Mais je veux dire, il n'y a pas de news particulière ni de baisse particulière sur render, donc pas de panique. C'est de la spéculation classique de ce côté-ci. Très bien.
Bon, et ben écoutez, je vous propose d'attaquer. Donc toujours sur de l'opium sur Ethereum. Voilà, encore une fois, merci à Bitpanda de sponsoriser l'émission Masterclass. Bitpanda, qui est une plateforme qui vous permet d'acheter des crypto-monnaies, de les gérer, de les dépenser, de vous investir sur d'autres types de produits, que ce soit des métaux précieux, que ce soit des actions, des indices, etc. Une fois que ce sera chargé, je vous présenterai rapidement le site, mais j'enchaîne rapidement puisque ma connexion me fait défaut. Ethereum complète sa plus grande mise à jour depuis The Merge. Donc, comme je vous disais, hein, Ethereum Pectra vient de sortir, ça débloque des nouveaux usages, mais contrairement à ce qu'on pourrait croire, certains usages ne sont pas natifs. Et j'insiste particulièrement sur la fameuse EIP 7702. Parce que moi, le premier, je m'attendais à ce que, vas-y, c'est bon, c'est géré nativement au niveau du protocole, et maintenant, c'est bon, on peut payer en jetons RC20, etc. Non, c'est pas tout à fait le cas. En réalité, il faut d'abord transformer votre wallet simple en un wallet plus intelligent, on va dire. Votre compte, simple en un wallet intelligent. Et pour ça, il faut passer par un wallet compatible. Donc, par exemple, on a le wallet Hombuyer qui permet de le faire. Donc, je vais vous montrer la démo à l'écran. La démo, elle nous montre quoi? Donc, elle nous montre le wallet qui est ouvert. Ensuite, il veut envoyer une transaction. Hop, il choisit combien il veut envoyer. Il choisit à qui il veut l'envoyer. Il peut même choisir d'envoyer une transaction à plusieurs personnes d'un coup pour faciliter la traçabilité, réduire les coûts globaux, etc. Et ensuite, il peut choisir de payer soit en Ethereum comme d'habitude, et tu vois, l'estimation, elle est un petit peu en dessous de $10, ou il peut choisir de payer avec un jeton ERC20. Et à ce moment-là, on peut voir que le coût estimé est un peu supérieur, puisque justement, le fait de passer par de l'ERC20 et pas de l'Ether natif, ça rajoute de la complexité dans l'exécution. Cette complexité, elle est pricée. C'est pour ça que, comme je vous dis, en fonction du type de transaction, du type d'application décentralisée, etc., tu peux faire les mêmes actions, mais ça n'a pas le même coût. Tout a un prix sur Ethereum. Et donc voilà, là, il choisit de payer ses frais de gaz en AAV. Et ça se passe très bien. Donc voilà, il y a Hombuyer Wallet qui permet de faire ça. Je crois que MetaMask aussi. Pour le moment, Rabi ne propose pas encore l'option. Ils n'ont pas communiqué à ce sujet-là. Et moi, je me suis amusé à tester des nouveaux wallets, dont le wallet OKEx, et je vais vous montrer ça tout de suite, comment ça se passe. Donc là, pour l'occasion, j'ai créé un OKEx bidon. Voilà, je vais me connecter. Et vous voyez que dans la partie Toolkit, j'ai une option Upgrade 7702. Donc comme je te disais, c'est pas intégré par défaut. Donc en fait, ceux qui ont déjà utilisé des Layer 2, dont Starknet, vous avez dû voir une option où vous avez obligation de mettre à jour votre wallet pour pouvoir faire plus de choses. Bah là, c'est la même chose. Donc, quand tu veux l'activer, ça te dit, voilà, la possibilité de se faire sponsoriser des transactions, la possibilité de bundle les transactions, la possibilité de faire d'autres trucs. Et quand tu cliques sur Upgrade, bah, tu vois que ça a un coût, avec un coût estimé actuellement qui est complètement hors de prix. Pourquoi ? Parce que là, c'est pareil, en fonction des fonctionnalités que tu veux débloquer ou pas, ça va avoir un certain coût, et en fonction de l'activité actuelle sur Ethereum, ça a un autre coût. Donc, quand tu vas dans Avancé, non pas dans Avancé, pardon, quand tu vas dans Custom, tu peux voir qu'ils ont fixé la limite de gaz à 165 000 de gaz, donc c'est quasiment le gaz d'un swap finalement, et ensuite il se base sur l'activité on-chain actuellement. Et donc si tu fais Etherscan Gas Tracker, souvenez-vous, il y a quelques semaines ou même la semaine dernière encore avant Pectra, il y avait plus du tout d'activité sur Ether, donc on était passé en dessous de 1 GUE pour faire des transactions, ça coûtait que dalle. Là tu vois, on est au-dessus des 10 GUE actuellement. Donc les frais ont explosé. Et tu peux voir que sur la map à droite, c'était le calme plat, et que depuis que Pectra a été activé, ça a repris de l'activité. Donc en fait, les prix, ils ont été multipliés par 10 quasiment. Donc si jamais vous êtes motivé d'activer cette fonction 7702, il faut un wallet compatible. Vous prenez le wallet que vous voulez. Moi, c'est OKEx pour le coup, parce que il est multi-chain et que je m'amuse avec ce wallet en ce moment. Et vous devez payer. Voilà. Du coup, grosse mise à jour quand même, qui va faciliter grandement l'expérience utilisateur. D'ailleurs, j'ai Bitpanda qui a chargé, donc c'est cool. Si jamais il y a des petites opérations de temps en temps, quand vous faites du volume sur la plateforme, vous pouvez récupérer un cashback, soit en BTC, là c'est en Doge en ce moment, soit d'autres types de cashback. Donc n'hésitez pas à passer par le lien en description pour tester la plateforme. Et on a également une petite vidéo des grilles que je vous mets aussi en description, qui vous permet de mieux comprendre la plateforme Bitpanda si jamais vous voulez vous mettre crypto, parce que c'est peut-être l'occasion de s'y mettre. En fait, c'est toujours l'occasion de s'y mettre, mais peut-être plus particulièrement en ce moment, puisqu'il se passe des bonnes choses. Ensuite, toujours avec cette mise à jour Pectra, je fais le rappel, on a doublé l'espace blob pour les Layer 2, c'est-à-dire que les Layer 2 peuvent poster beaucoup plus de données éphémères. Pourquoi je parle de données éphémères ?
on vous dit toujours, voilà, ce qu'on écrit sur la blockchain, ça reste à vie. Alors historiquement, oui. Et du coup, comme ça reste à vie, ça a un coût de stockage. Et ben, ils ont décidé sur Ethereum de mettre en place un espace pour des données éphémères. En fait, ces données sont stockées environ 18 jours, le temps de pouvoir avoir accès à ces informations, ces preuves, etc. Et ensuite, ces informations, elles sont prunées, c'est-à-dire elles sont élaguées de la blockchain. Donc du coup, comme c'est des données qui restent de manière éphémère, forcément, le prix répercuté sur l'utilisateur est beaucoup plus bas. Ça fait beaucoup plus de sens de faire les choses comme ça. Donc je me suis permis de vous mettre ces deux tableaux-là. Donc d'abord, on a L2Bit. Donc on peut voir que l'activité, elle commence à augmenter. On était autour des 200 et quelques transactions par seconde sur les roll-ups. Là, on est à 250. Et en fait, ça va monter graduellement jusqu'à, je pense, mi-juin pour atteindre les 400 transactions par seconde. Parce que ça va dépendre en fait du scaling et de l'activité on-chain. Donc Base qui scale de plus en plus, c'est le cas aussi un petit peu des autres comme OpenMainnet, etc. Mais il faut aussi qu'il y ait la demande en face, évidemment. Et j'ai découvert sur le site Grow the Pie, j'espère qu'il va charger correctement, un tableau qui vous compare en fait les frais qui sont répercutés sur les utilisateurs en fonction des différents rollups. Et on peut voir que tu as certains rollups de l'OP-Stack, dont l'Unichain, qui ont des frais ultra bas parce que justement, c'est des rollups qui produisent des blocs beaucoup plus vite que Base, etc. Mais on va avoir la quasi-totalité des rollups de l'écosystème Optimism qui vont baisser leur block time, ce qui fait qu'on va avoir des frais qui vont être de plus en plus bas et une expérience qui va se rapprocher de celle de Solana. Donc, je me permets de vous dire ça parce que pendant très longtemps, voilà, il y a eu le camp Ethereum, le camp Solana. Puis progressivement, les gens, ils ont shifté sur Solana, ils ont boudé Ethereum parce que c'était trop cher, pas assez rapide, etc., etc. Là, l'activité on-chain du côté des rollups commence à être très rapide. Les frais, ils sont en train de tendre vraiment vers le bas. Et je pense vraiment que dans les mois qui vont venir, on va commencer à avoir une expérience très semblable à celle de Solana. Donc, ce sera avec grand plaisir pour vous couvrir ça. Et j'espère que ça créera un petit peu d'optimisme sur le marché en général. Voilà. Donc, on a pu voir un relais totalement faux dans les médias qui nous explique que ça y est, on vise les 150 millions de gaz sur le mainnet d'Ethereum dès cette année. Alors, c'est pas totalement faux. C'est juste qu'on nous dit, voilà, il y a un EIP 9678 qui a été fait. Pas vraiment. C'est juste qu'il y a eu un début de projet quand tu regardes le GitHub, voilà. Bon, le projet est explicite. Tester la limite de gaz, sauf que ça se passe sur le testnet. Voilà. Petite astuce, quand vous voyez ce genre de truc-là, n'hésitez pas à noter tous les noms des participants. Ça va vous permettre de trouver les comptes Twitter de chaque participant. Moi, je me suis permis de tous les suivre. Comme ça vous permet d'avoir l'information avant les autres aussi sur Twitter. Bref. Du coup, on est à la mise à jour Ethereum Pectra, qui est sortie le 7 mai. Et la prochaine mise à jour, ce sera Ethereum Fusaka. Historiquement, elle devait sortir au 3e trimestre 2025. Maintenant, on nous parle plutôt de fin d'année. Vous connaissez ces Ethereum. Si ça se passe à la fin d'année, franchement, Ethereum a changé. On sera déjà chanceux en vrai. Ouais, non, j'y crois pas du tout. Ethereum n'a jamais été capable de tenir une deadline. Je vois pas pourquoi ça changerait. Mais en tout cas, voilà. Début 2026, ce serait cool. Et ça nous permettrait d'avoir un gros pump sur le layer 1 et sur le layer 2. Pour ce qui est du layer 1, on va peut-être tripler, voire quadrupler les performances, je pense. Pour ce qui est des layer 2, on pourrait faire jusqu'à x10. Donc, vu qu'actuellement, on est capable d'aller jusqu'à 400 transactions par seconde sur les layer 2, tous layer 2 confondus, peut-être qu'on va taper du 3000 voire 4000 transactions par seconde, tous layer 2 confondus, en sachant que si on couple ça au fait que grâce à cette nouvelle mise à jour IP 7702 et toutes les petites optimisations qui vont arriver, on va commencer à avoir une expérience wallet où en fait t'appuies sur un bouton et on te dira plus et il faut bridge et il faut ci et il faut ça, on te dira juste voilà, ton application elle va aller taper chez Optimism, chez Unichain, chez machin, t'appuies sur le bouton, ça va tout se passer tout seul et ça va te donner encore une fois une expérience unifiée. Donc on arrive enfin à un Ethereum roll-up centrique comme c'était prévu. Donc je me permets de vous dire ça parce que quand vous lisez sur les réseaux sociaux, ça y est, d'abord ils nous ont dit les layers 2 partout, on s'en fout du L1. Maintenant ils retournent la veste, ils nous disent le L1. Non, ils font les deux et ça a jamais changé. C'est juste qu'ils ont repriorisé un petit peu le L1. Comme ça fait de l'activité quand même sur le L1, c'est important. Et puis surtout, j'ai lu un truc sur Twitter que j'ai trouvé très intéressant. Quand t'es un gros acteur institutionnel qui a envie de faire je sais pas, des financements de la DeFi, etc., t'as peut-être pas envie de confier tes fonds à des roll-ups. T'as peut-être envie de rester sur le mainnet. Donc, en fonction du besoin de vitesse ou du besoin de décentralisation, d'effet de réseau, etc., tu vas peut-être choisir plus un roll-up
au plus le layer 1. Donc, pourquoi choisir quand on peut optimiser les deux, hein, finalement? C'est ça l'idée. Ensuite, donc, je switch. On va pas parler d'Ethereum cette fois, on va parler de Kaspa. Je vous en ai parlé il y a 2 semaines, la mise à jour Crescendo qui permet à Kaspa de passer de 1 à 10 blocs par seconde. Eh bien, c'est live. Et c'est assez impressionnant. Pourquoi c'est très impressionnant? Parce que vous allez me dire, oui, mais moi, sur Hyperliquid, j'ai la même chose. La différence, c'est que Kaspa, c'est un réseau qui est décentralisé. Et surtout, c'est un réseau qui a un proof of work. C'est pas un réseau en proof of stake. Donc, ça change tout. Alors évidemment, quand tu regardes en détail le tweet, hein, les blocs ils sont quasiment vides, mais c'est juste que ça prouve que si Ethereum avait été un tout petit peu plus patient, après c'est des choix, hein, ils auraient pu rester sur un système en proof of work et ça leur aurait évité de se mettre à dos une partie de la communauté qui est pro proof of work et anti proof of stake. Mais maintenant, ce qui est fait est fait. Et du coup, finalement, bon, j'ouvre une porte. Hein. Est-ce que Kaspa n'est pas le fork d'Ethereum souhaité pour avoir un settlement layer ultra rapide en proof of work auquel on vient brancher des ZK Rollup en surcouche? Parce que justement, dans les mois qui vont arriver, on va voir des Layer 2 qui vont se mettre en surcouche de Kaspa, en commençant par Igra. Du coup, ça va être une expérience très intéressante, surtout que Igra va proposer le VM. Donc finalement, Kaspa va être une alternative à Ethereum. Alors évidemment, t'as pas du tout le même effet de réseau sur Kaspa, hein. T'as pas de DeFi sur Kaspa, t'as pas la même crédibilité non plus. Mais voilà, je tiens quand même à vous rappeler que les gars derrière Kaspa qui s'occupent de faire évoluer le protocole, ce sont des gens qui ont participé à l'élaboration à l'époque du protocole de consensus en proof of work d'Ethereum. C'est pas des gars qui sortent d'un buisson, c'est des gars qui sont relativement sérieux. Ensuite, vous avez peut-être vu passer cette information qui a fait couler beaucoup d'encre virtuelle. Solana qui corrige discrètement une faille critique. Donc en fait, c'est une faille très spécifique dans un contexte très spécifique. On parle de transactions confidentielles sur le standard de jeton token 22. Personne n'utilise, personne n'a vu. En réalité, ce qui s'est passé, c'est que voilà, t'as des gens qui ont vu la faille, qui l'ont signalé très rapidement. Une fois que ça a été signalé, la fondation Solana s'est empressée de contacter les différents validateurs de Solana pour pouvoir passer en douceur un patch de correction, et du coup ça a été corrigé bien avant que qui que ce soit en capacité d'exploiter la faille. Donc certains diront, et je l'ai lu, hein, mais je trouve ça absolument terrifiant. Oui, si c'était décentralisé, ça se passerait pas comme ça. C'est pas vrai. En fait, qu'est-ce qui empêche des gens de la fondation Ethereum d'aller, tu vois, avec Retail Network, je vais vous montrer tout de suite. Qu'est-ce qui empêche des gens de la fondation Ethereum d'aller voir Lido, Coinbase, Binance, Etherfi, Kraken, machin, et de leur dire de faire la même chose? Alors évidemment, le temps que ça se mette en place, ce sera plus lent, parce que comme le réseau il est beaucoup plus décentralisé, il y a beaucoup plus d'acteurs, tu peux pas avoir la même réactivité que sur un réseau avec beaucoup moins de validateurs comme Solana ou une chaîne Cosmos, évidemment. Mais on en est quand même à un stade où t'as des gens, par détestation de Solana, qui te disent ouais ça aurait été mieux que personne puisse corriger la faille et qu'il y ait des connards qui exploitent une faille de sécurité qui dépouille les gens. Mais on est chez les fous. C'est aberrant. On est chez les fous, quoi. Tout ça pour un truc que personne en vrai n'a jamais utilisé. Bon. Et on peut critiquer Solana, mais dans l'après-midi, on a quand même appris que Lido avait une de ses clés compromises sur son multisig, hein, donc c'est pareil. Je veux dire. Pas ça, tu vois. Ok. Ah, t'as pas vu? Ah merde. On pourra en parler juste après. Il y a eu un des wallets du multisig de Lido qui s'est fait compromettre et qui a siphonné les ethers qu'il y avait sur le wallet, tu vois, genre rien avec le multisig de Lido, mais l'argent qu'il y avait sur ce wallet-là a été siphonné, et il y a eu une proposition de gouvernance là dans l'après-midi qui est passée. J'ai fait un tweet pour en parler rapidement. Okay. Mais c'est pour montrer que voilà, il y a des failles dans les deux cas. Et là, le truc sur Solana, moi j'ai vu passer, j'étais en mode c'est marrant de taper dessus, mais vas-y, on souffle un peu, quoi. Ça représente pas grand-chose en tant que tel. Mais... c'est surtout qu'il faut être précis. C'est-à-dire que c'est pas une faille au niveau du protocole Solana, c'est une faille dans une fonctionnalité d'un standard de jeton peu utilisé. Tu vois, c'est même pas le standard de jeton SPL token de base, c'est le standard token 2022 pour les transactions confidentielles. C'est comme si je vous disais, t'as un layer 3 t'as une application décentralisée d'un layer 3 basé sur l'Unichain ou sur l'OpenStack qui subit une faille, et vas-y, on fait des grandes généralités, on dit c'est Ethereum qui a une faille et tout. Je veux dire, des failles sur Ethereum avec des bridges qui se sont fait dépouiller, des hacks, des problèmes d'Oracle, on en a vu une chier pendant des années. J'ai vu des critiques aussi, mais à un moment donné, faut pas tout mélanger, faut arrêter les conneries. Et on me dit dans le chat, tu whipping Caped. Ah, pas du tout. Pas du tout. Je maîtrise très bien mon sujet.
Je suis le Chris cosmique de toute façon. Ouais, Donc ensuite, on a Tether qui nous annonce Tether IA. Mm. Alors Tether IA, c'est une nouvelle initiative de Tether, et Dieu sait que Tether en envoie des initiatives en ce moment. L'idée, c'est de proposer une boîte à outils pour des agents IA qui pourraient communiquer sur différents protocoles, dont un protocole de communication qui, je sais pas si ça appartient à Tether ou si c'est en partenariat avec Tether, mais qui s'appelle Kit. Et donc l'idée, c'est de proposer plusieurs outils. Donc, tu auras l'outil IA pour les agents IA. Tu as déjà une boîte à outils dont j'ai découvert l'existence aujourd'hui, du coup, qui s'appelle le Wallet Dev Kit, qui est une boîte à outils qui permet d'interagir avec Bitcoin et qui permet d'interagir avec l'USDT sur différentes blockchains comme Bitcoin, Ethereum et bientôt Tron, etc. En créant tous ces outils, ils valorisent l'USDT, donc ils valorisent Tether, ils valorisent le Bitcoin et ils valorisent des initiatives de décentralisation. Et ce que j'ai trouvé ouf dans cette news, c'est que bon, pour le moment, on a très peu d'informations, mais je me suis baladé sur leur site et je suis tombé sur ça. Ils recrutent et je vois qu'ils recrutent 168 postes, tu vois, Pologne, Portugal, Pakistan, Inde, Salvador, genre ils veulent faire tous les pays, tu vois. Ils veulent des chercheurs en IA dans absolument tous les pays. Donc c'est vraiment qu'ils prennent le truc à cœur et je trouve ça ouf. Totalement. Mais attention, question pour toi. Oh, dis-moi tout. Non, termine ce que tu disais, c'est dans le chat la question. Non, je voulais dire que Tether, déjà, ils avaient annoncé là récemment quand ils avaient fait le partenariat / collaboration avec des tas d'entités pour acheter du Bitcoin dans l'entité, je sais plus c'est quoi son nom d'ailleurs, mais qui avait ça aussi. Enfin, il faut quand même se rendre compte que Tether, c'est même plus juste genre le stablecoin, c'est vraiment un géant. Et vraiment un très grand géant qui avance dans les sujets les plus essentiels. Ils avaient évidemment le stablecoin, ils vont faire leur propre micro-stratégie avec leur achat de Bitcoin aussi, maintenant sur les agents autonomes. Enfin, ça devient vraiment, vraiment gigantesque. Et en termes d'adoption, tu l'as montré très bien, ça peut être absolument dantesque. C'est surtout que on peut les voir un peu comme une néobanque, mais pas néobanque dans le sens comme vous connaissez Revolut, N26, etc., où ça se rapproche quand même des banques classiques en ligne, mais plutôt dans le sens où ils font des investissements, ils prennent des investissements, ils les prennent en collatéral, ils émettent de la monnaie électronique non régulée, historiquement, puisque le stablecoin, il n'y avait pas de réglementation spécifique, c'était une zone grise par rapport à la monnaie électronique. Et maintenant, ils lancent toutes sortes de nouveaux produits pour valoriser leur espèce de néobanque, en fait. Donc c'est assez unique, la direction que prend Tether, mais ça reste quand même très cyberpunk, tu vois. Très pro Bitcoin, très pro dollar sur la blockchain, mais pas vraiment dollar, mais un peu dollar quand même. Avec l'or aussi, bref, je trouve ça ouf. Totalement. Toujours dans Bitcoin, on a une petite guéguerre qui se relance au sujet du plafond Hopiter. Donc, je vais la faire très court. Faut savoir que dans les développeurs de Bitcoin, tout le monde n'a pas la même vision, tout le monde n'a pas les mêmes intérêts, évidemment. Et donc, tu as une partie des développeurs Bitcoin Core, qui est le principal client de Bitcoin. Il y en a d'autres, mais c'est le principal client, qui veulent faire sauter cette petite limite. Donc, l'operator, c'est quoi? C'est dans un bloc Bitcoin, tu as un tout petit peu de place de 80 octets où tu peux noter des informations dedans totalement arbitraires. Par exemple, une suite de mots, un nombre, peu importe, et puis après que tu peux faire des scripts en surcouche pour dire, bon voilà, si je détecte dans l'OP code tel truc, bon il y a tel truc qui s'exécute, etc. Et ça reste un espace de 80 octets. Et du coup, t'as deux idéologies qui rentrent en compte. T'as ceux qui sont en mode, voilà, Bitcoin c'est décentralisé, les gens ils font ce qu'ils veulent avec. Et t'as des gens qui pensent que Bitcoin, ça doit être exclusivement le peer-to-peer electronic cash system et on doit pas faire quoi que ce soit d'autre en surcouche. Pas de NFT, pas de JPEG, pas de roll-up, rien. Donc, il y a des gens qui militent. Et donc, c'est une petite opération politique qui se passe en sous-main parce qu'en fait, si Bitcoin Core, qui est le principal client, il fait passer ça en douce, tous les mineurs de Bitcoin, tous les nœuds complets, etc., qui sont sur Bitcoin Core et qui mettent à jour, en fait, ils acceptent du coup, de facto, ces nouvelles règles. Tu vois ce que je veux dire? D'ailleurs, c'est pas vraiment un hard fork, mais tu vois, c'est une sorte de fork. Et du coup, ceux qui sont contre, ils disent, moi, je suis pas d'accord. Donc, ils ont forké Bitcoin Core, le client, pour faire un autre client qui s'appelle Knots. Et du coup, ce Knots n'accepterait pas ces règles et de manière générale, refuse les transactions qui intègrent du ordinal ou toute la shitcoinerie qui va autour. Et c'est là où c'est rigolo, c'est qu'en réalité, si t'es pas d'accord, tu dis, je veux pas de ton logiciel, j'en mets un autre et j'impose des règles différentes. Et c'est les validateurs et les mineurs qui
qui ont la plus grosse proportion de clients, on va dire, qui ont la plus grosse de puissance de hash rate, parce qu'on n'est pas sur un réseau en proof of stake, qui gagnent en fait. S'il y a des Bitcoin Maxi qui m'écoutent, je sais ça pourrait être mieux expliqué, mais j'essaie d'expliquer avec mes mots pour que ça reste compréhensible. Voilà. Ensuite, je suis désolé pour ça, j'ai eu un bug WordPress que j'ai pas réussi à solutionner. Donc faites comme si ça y était pas. Tarif de Trump, la Russie, prêt à rafler la mise sur le mining. Alors, il y a le sujet des douanes, et il faut savoir que tu as beaucoup de mineurs de Bitcoin qui importent du matériel depuis la Chine, notamment du matériel de Bitmain. Bitmain, si vous connaissez pas, c'est une entreprise qui produit ce qu'on appelle des ASIC miners, donc du matériel spécialisé pour du mining de Bitcoin. Et donc, ce qui se passe, c'est que s'il y a des taxes douanières qui passent, qui sont de plus en plus puissantes, le coût du matériel devient de plus en plus aberrant. Donc du coup, ça fait que quand tu mines du Bitcoin, qu'est-ce qui est important pour toi? La sécurité, le fait de pas être dans un état voyou où tu vas te faire saisir ton matériel ou je sais pas moi, kidnapper ou ce que tu veux. L'électricité la moins chère et le matériel le moins cher. Quand tu payes des taxes douanières ou de la TVA, etc., forcément, tu le payes plus cher. Donc, tu vas essayer de penser où est-ce que tu peux mettre ton installation. Et du coup, il y a pas mal de mineurs qui avaient quitté la Chine notamment pour aller s'installer aux États-Unis parce que tu pouvais avoir de l'électricité pas chère, qui sont en train de se dire putain, si quand je veux faire venir du matériel de Chine, je dois payer une taxe qui est complètement hors sol, je rentre pas dans mes frais en fait. Donc je vais être obligé de délocaliser mes fermes dans un autre pays. Ou alors, je vais être obligé de frauder pour passer la douane, mais si je me fais attraper, je me fais dézinguer, quoi. Donc, c'est un petit peu dérangeant. Donc, ces gens-là attendent d'avoir un petit peu plus de précision sur les taxes qui vont passer avec Trump, mais je pense que la question de la délocalisation se pose pour le Canada, l'Argentine, l'Éthiopie ou la Russie, du coup. Totalement. Et on a perdu ta cam, si jamais. On a reperdu ma cam, ouais. Je crois que j'ai un faux contact. C'est pas grave. Elle est de retour ou pas? Non. Elle est pas de retour. Elle est de retour. Ok, excusez-moi, j'ai des faux contacts. Bon, c'est les bugs habituels. On s'en fout, on continue. Ensuite, Trump piégé par un lobbyiste de Ripple. Alors, souvenez-vous du grand tweet de Trump qui nous a dit on va faire une réserve stratégique d'altcoin en mentionnant précisément XRP, Solana. Encore une fois, c'est du Trump. C'est-à-dire que j'ai pas tous les tenants et aboutissants, mais si c'est parti sur son compte Twitter, je pense qu'il a dit oui. C'est pas un mec qui a tweeté pour lui. Peut-être qu'il a été un peu trop influencé et surtout en gros, ce qu'on apprend, c'est que c'est un cabinet, ce sont des lobbyistes qui se sont rapprochés des cabinets de communication de Trump pour pousser à faire ce tweet. Et je pense que Trump l'a regretté. Et à mon avis, ce qui se passe, connaissant Trump, puisque c'est quand même un mythomane d'exception, c'est quelqu'un qui peut vous dire que le ciel est rouge et le lendemain que le ciel est vert ou que l'eau de Javel soigne le Covid. Donc, faut faire très attention. Comme il s'est servi des crypto bros pour gagner un petit peu d'électorat et ensuite il nous a fait toute une communication autour des cryptos, puis les cryptos se sont pété la gueule, et quand ça se pète la gueule, en fait, il dit c'est pas moi. C'est comme quand le marché stock il monte, il vous dit c'est le marché de Trump, et puis quand le marché il baisse, il vous dit c'est le marché de Joe Biden, tu vois. Donc bon, cette information est à prendre avec des pincettes. Il est très possible effectivement qu'il y ait un lobby autour de Ripple qui ait fait ça, mais à mon avis, Trump au moment des faits, il était pour. Comme quand le président argentin il a lancé son meme coin de merde, il nous a dit qu'il était pour, et quand c'est parti en cacahuète, il nous dit en fait je me suis laissé influencer. C'est des gars. Ils ont aucune ligne directrice, c'est absolument terrifiant. Voilà pour les actualités de mon côté. Encore des belles infos, beaucoup de fonda. Ça fait plaisir de voir Ethereum au centre de ce coin hebdo, pour une fois. Tout à fait. Alors, je voulais aussi vous placer ça. On a apparemment Coinbase qui nous fait un partenariat avec Riot Games pour League of Legends et Valorant. Et moi, j'ai trouvé ça absolument dingue. Parce que il faut savoir que Riot Games, c'est un peu la dictature. C'est un studio qui tient à son image de fou. Et on sait à quel point les cryptos, c'est une pilule qui est pas facile à faire passer. Donc le fait d'avoir un tel studio, qui est quand même le studio derrière League of Legends et Valorant, qui accepte un sponsoring Coinbase, déjà le chèque doit être gigantesque, ça doit être une porcherie. Mais c'est extrêmement positif parce que ça va valoriser les cryptos auprès du public gamer, alors que pour moi, c'est des publics qui vont parfaitement ensemble. Ça ouvre aussi la voie potentiellement à l'avenir à d'autres partenariats crypto pour des structures e-sport notamment, des structures e-sport qui peut-être ne pouvaient pas signer certains exchanges ou projets crypto sur du League of Legends ou du Valorant pour éviter les problèmes. Alors c'était arrivé sur Valorant. Souvenez-vous, il y avait TSM FTX. Je vous fais pas un dessin. FTX qui dévisse. La pilule est mal passée. Là, c'est en train de revenir.
Donc c'est plutôt cool. Et moi j'ai des infos en off. Il y a du très gros exchange qui va sponsoriser de la très grosse équipe e-sport normalement bientôt. Et je suis très impatient de vous en parler beaucoup plus. Donc moi ça me fait plaisir forcément en tant que gamer. Vous l'aurez entendu ici en premier. Tout à fait, tout à fait. Ensuite, on a des nouvelles du real-time proving. Alors, je vous avais parlé du projet Kakarot. Exact. Bah, c'est surtout qu'en un mois, on a divisé par 2 le temps de proving. Donc, pour la faire très courte, pour le moment sur Ethereum, on est sur un modèle où chaque validateur réexécute les transactions au sein de la blockchain. Donc, ça prend du temps, ça coûte beaucoup de gaz, c'est chiant. Tout simplement, c'est hyper chiant. Et donc, la vision future d'Ethereum, c'est qu'on arrête de fonctionner comme ça et qu'à la place, on a des gros ordinateurs qui génèrent des preuves ZK de ce qui se passe et on a des plus petits appareils comme des téléphones, des petits ordinateurs, etc. qui vérifient ces preuves. Donc, pour que ça puisse passer sur Ethereum, il faut qu'en fait, le temps de proving passe en dessous des 12 secondes. Pourquoi 12 secondes? Puisqu'actuellement, sur la blockchain Ethereum, on a un bloc toutes les 12 secondes. Si on passe en dessous des 12 secondes, eh ben, on peut envisager d'avoir un système avec du ZK partout. Et si on passe en dessous des 8 secondes ou des 4 secondes, on pourrait même imaginer un monde où on baisse drastiquement le block time d'Ethereum et donc avoir une finalité beaucoup plus rapide et donc une expérience utilisateur beaucoup plus rapide. Donc, je pense que d'ici, disons 1 an et demi, histoire de tirer large parce qu'on parle quand même d'Ethereum, on y arrive et Ethereum est designé pour ça. C'est-à-dire que Solana peut pas claquer des doigts et se mettre à faire la même chose aussi vite. Ils peuvent le faire à terme, mais ils sont pas pensés pour. Et il peut y avoir effectivement d'autres blockchains qui sont pensés pour, mais c'est pas Ethereum. T'as pas l'effet de réseau d'Ethereum. Aujourd'hui, les gens sont sur Ethereum. Donc c'est un nouveau paradigme qui arrive sur Ethereum. Et comme je vous avais dit, on va avoir beaucoup d'opium aujourd'hui sur Ethereum dans cette émission. Donc ça fait très plaisir de lire ça. Ensuite, j'ai trouvé un petit tableau de bord très sympa qui nous permet de voir en fait les validateurs qui commencent à dépasser le cap des 32 Ethers, parce que vous le savez, avant la mise à jour Ethereum Pectra, on pouvait mettre 32 Ethers par validateur, et donc si t'as, je te dis une bêtise, 3200 Ethers, t'es obligé de faire 100 validateurs avec 32 Ethers, donc ça te fait plein de trucs à gérer. Faut, tu sais, quand tu fais un peu de Linux et compagnie, faut passer d'un terminal à un autre, enfin bref, c'est chiant. Donc là, ce qui se passe, c'est que de manière progressive et très lente, on va commencer à avoir de plus en plus de validateurs avec jusqu'à 2048 Ethers par validateur. Pourquoi très lent? Et ben ça aussi, je l'ai appris au travers d'un tweet. J'essaie de le retrouver. Pardon, j'ai mal pris mes notes sur ce coup-là. Ah zut. Alors, bon bref, je vais essayer de vous faire l'explication. En gros, c'est pas mise à jour Pectra, vas-y, tout le monde peut mettre 2048 Ethers par validateur, c'est bon, c'est fait. T'as une règle dans le code du protocole qui fait que ça se fait progressivement, validateur après validateur, et donc que ça va mettre environ 300 jours, voire plus, pour déjà passer d'1 million de validateurs sur Ethereum à 500 000. Okay. Parce que justement, on veut pas mettre à mal la sécurité d'Ethereum. Donc, attendez-vous à ce que chaque jour, chaque semaine, on voit de plus en plus de validateurs qui sont listés ici. Mais ça va mettre potentiellement des années, sauf s'il y a un nouveau hard fork qui accélère la cadence, pour qu'Ethereum recentralise son nombre de validateurs. Et quel est l'intérêt de recentraliser son nombre de validateurs, puisque là, on en a un peu plus d'1 million? Et ben, ça permettrait d'améliorer les performances, tout simplement, du réseau global, tout en maintenant une décentralisation suffisante. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est avoir plein de nœuds complets. Qu'on ait 100 000 validateurs ou 1 million, le réseau, il est décentralisé. Mais si on peut avoir quelque chose de beaucoup plus performant, bah, c'est plus sympa comme ça. Voilà. Ensuite, on a Cointelegraph qui nous a fait un tableau qui ressemble pas à grand chose, mais qui nous donne des informations quand même sympas pour nous dire qu'on devrait avoir Ethereum Fusaka pour la fin d'année. Donc ça, je vous l'ai dit. Et ensuite, on aura la mise à jour Glamsterdam qui devrait arriver pour mi-2026. Malheureusement, on a peu d'informations à ce sujet-là, mais encore une fois, beaucoup d'optimisation qui sera faite au niveau du protocole pour s'adapter à cette vision roll-up centrique, mais surtout ZK roll-up centrique, puisque je pense qu'à terme, les optimistiques roll-up, on en verra de moins en moins, ou du moins, on aura des roll-up hybrides avec de l'optimisme d'un côté, du ZK de l'autre. Et cette promesse qu'on nous fait depuis 2018 d'avoir des centaines de milliers, voire des millions de transactions par seconde sur un système totalement décentralisé, on va le voir. Donc, ce qui va se passer, pour vous donner un petit peu de matière, encore une fois, avant Ethereum Pectra, on faisait à peu près 200 transactions par seconde, tout roll-up confondu. D'ici 1 mois et demi, on devrait passer à 400. Ensuite, ça va plafonner.
je pense. Sauf s'il y a une explosion de l'activité sur Starknet. Malheureusement, j'y crois pas trop. Ensuite, d'ici la fin d'année 2025, on va passer de 6 blobs à jusqu'à potentiellement 48 blobs, voire 50 blobs. Donc, on pourrait faire un x8, x10 sur les performances pour les roll-ups. Donc, on va commencer à avoir quelque chose comme 3000 à 4000 transactions par seconde, tout roll-up confondu. Et ensuite, on va pouvoir encore décupler les performances pour les roll-ups avec la mise à jour Glamsterdam. Et on va commencer à parler de dizaines de milliers de transactions par seconde. Donc, la congestion du réseau, ce sera totalement terminé. Et là où ça va devenir très intéressant, c'est que peut-être qu'à terme, on verra plein de produits financiers, de néobanques ou même de sites internet qui ont envie de décentraliser leur infrastructure, leur base de données, etc., qui stockeront une partie des données sur Ethereum plutôt que les stocker dans des modèles de base de données. Bien sûr, il y aura toujours faudra toujours benchmark qu'est-ce que ça donne en termes de performance et du coup qu'est-ce que ça donne en termes d'expérience utilisateur. Mais si stocker de la donnée, ça nous coûte absolument rien, pourquoi aller la stocker sur un Amazon AWS ou autre alors qu'on peut la stocker sur Ethereum? Et là, ça devient très intéressant. Donc, est-ce que ce sera pricé à terme? Ça, c'est un autre sujet. Ensuite, je suis tombé sur ça. Donc, c'est une roadmap des capacités de scaling d'Ethereum et de Base. Et en fait, ce qui va m'intéresser surtout, c'est ici, où tu vois que Base nous avait fait une communication en fin d'année dernière pour nous dire que progressivement, chaque semaine, ils augmentent les capacités du réseau. Mais ils peuvent pas les augmenter de manière drastique parce que déjà, ils doivent tester la stabilité. Mais en plus de ça, ils sont contraints par la data availability proposée par Ethereum. Et c'est pour ça que tu vois que tu as un gros pump ici de la target parce que justement, avec la fameuse mise à jour Ethereum Pectra, il y a plus d'espace pour les blobs. Donc, en fait, je l'ai pas sorti de mon chapeau quand je vous ai dit d'ici un mois et demi, on va avoir 400 transactions par seconde. C'est pour arriver ici. Et après, ça va plafonner. C'est-à-dire que Base sera capable théoriquement de scale beaucoup plus, mais Ethereum en face sera pas capable de stocker toutes les données. Donc, je m'attends à ce que Base potentiellement stocke une majeure partie de ses données sur Ethereum. Et quand ça manque de DIA du côté d'Ethereum, ils vont en poster sur EigenDA, par exemple, ou sur Celestia. Tu vois. Donc là aussi, ça va être intéressant à surveiller. Voilà, bon ça, je vous l'ai montré tout à l'heure, pas intéressant. Alors je suis tombé sur ça aussi, c'est un benchmark de la part de Certic des wallets les plus complets, les plus sécurisés. Et j'ai fait une fixette sur OKEx Wallet parce qu'en fait, il est multi-chain, il est open source et il y a toutes les options qu'il faut. Et par contre, quand tu regardes la cybersécurité pure et dure, MetaMask est tout en haut parce que je pense qu'ils se font auditer dans tous les sens. Et pas très loin derrière, en Arabie, qui s'en sortent très bien aussi. Et si jamais vous utilisez beaucoup Ethereum, je vous invite vraiment à utiliser le wallet Rabi parce qu'il est absolument exceptionnel et surtout vous pouvez, comme tous les wallets, c'est pareil pour MetaMask, OKEx, etc., vous pouvez le connecter à votre Ledger. Donc je vous invite le plus tôt possible à vous acheter un Ledger. D'ailleurs, on a une formation Ledger qui va arriver sous peu, on est en dernière ligne droite, parce qu'en fait, vous n'avez aucun intérêt à utiliser un hot wallet sur votre navigateur alors que vous pouvez faire exactement la même chose avec un Ledger et ça vous évite de vous faire dépouiller vos fonds. Et vous imaginez pas le Scapet, il y a un bug, j'ai cru que c'était moi qui buguais. On a perdu Capet, mais il va réarriver. Ah, ça y est, on t'entend, la cam a freeze, c'est bon, la cam est là, c'est bon. Vous me confirmez que tout est bon? Tout est bon? On peut reprendre? On peut reprendre. Ok, donc je la refais. Je disais, vous imaginez pas le cauchemar que c'est de scroller sur Twitter. Voilà, comme d'hab, t'es sur Twitter depuis ton PC, ton téléphone, peu importe. Puis là, tu vois un tweet claim airdrop ou peu importe, c'est un projet que tu suivais et t'as pas fait gaffe. Soit le Twitter du projet a été piraté, soit c'est une publicité qui a été pushée sur Twitter parce que le nombre d'arnaques qui passent en tant que publicité sur Twitter, c'est aberrant. Bon bref, t'appuies, tu claims ton airdrop, on t'a vidé le wallet, t'as bien l'air d'un con, tu vois. Donc moi je vous le dis les gars, avoir un Ledger ou autre chose, Trésor, Tangem, Engrave, ce que vous voulez, le lien wallet, MetaMask, Rabi, OKEx, ce que vous voulez, c'est la base. N'utilisez pas de hot wallet, je vous en supplie. Ensuite, on a des nouvelles de Malachite dont je vous avais parlé. Donc Malachite c'est quoi? Ça va être la suite après le Cosmos SDK, c'est-à-dire un moteur qui va vous permettre de faire tourner des Layer 1 ou des réseaux de Layer 2. Aujourd'hui, les principaux moteurs de consensus, t'as Ethereum et ses forks, t'as Polkadot, t'as Cosmos, et t'as tout ce qui est hot stuff qui ont servi de base pour Sui, Aptos, Hyperliquid, etc.
Tout ce qui est sous Aptos Hyperliquid, ils ont choisi Hot Stuff parce que justement, ça te permet d'avoir une finalité généralement inférieure à 1 seconde, tout en ayant une décentralisation suffisante. Eh bien, Malachite nous fait une promesse quand on va sur son site. Ils ont totalement revu la gestion de création de blocs, de comment se faire passer l'information, etc. Et ils nous disent que déjà pour 2025, et donc je pense dans 2-3 mois, on le voit, hein, au moins 5000 transactions par seconde, une compatibilité totale avec le VM et une finalité constante en dessous des 500 millisecondes. C'est-à-dire que ça peut aller jusqu'à 500 millisecondes, mais que potentiellement, si t'as 2 blocs qui s'enchaînent assez vite, ça peut être 100 millisecondes, 150 millisecondes, comme c'est le cas sur Solana par exemple. Tu vois. Ensuite, ils nous disent que en 2026, grâce à des nouvelles optimisations, ils vont encore multiplier par 10 leur bande passante. Donc ça veut dire quoi ? Bah, tu fais 5000 fois 10, 50 000 transactions par seconde. Je sais pas si vous imaginez le délire. Du coup, l'intérêt, c'est quoi ? C'est que, comme c'est la suite logique de Cosmos, déjà, je m'attends à ce qu'une bonne partie des blockchains du Cosmos SDK, que ce soit DYDX, Ondo, BNB Chain et j'en passe, switch sur ce système-là, mais aussi que tous ces roll-ups là, qui jusque-là avaient un séquenceur centralisé et qui ne sont pas passés sur des séquenceurs décentralisés parce qu'ils avaient peur de perdre en performance, ils vont pouvoir passer sur un système décentralisé basé sur Malachite. Ça va commencer avec Starknet. D'ailleurs, c'est Starknet qui, de ce que j'ai compris, finance ce projet. Donc, on va avoir performance, finalité ultra basse avec la décentralisation. Et ensuite, ils nous donnent des exemples. Ils nous disent voilà qu'il y a Starknet qui va intégrer Malachite en premier, je pense, cet été. On a Farcaster qui va nous sortir une chaîne qui s'appelle Snapchain aussi. Donc, on va avoir un Twitter-like totalement on-chain, totalement décentralisé. Et on a Zcash, qui est historiquement un système en Proof of Work, qui voudrait passer sur un système hybride en Proof of Work, Proof of Stake, en se basant sur Malachite aussi. Donc, on va avoir un vrai concurrent de Aptos, en fait. Made in Cosmos. Enfin, je dis Made in Cosmos. Si tu veux, la boîte Informal System, c'est la boîte qui a développé Cosmos, SDK, qui a développé le Cosmos Hub, qui a développé Tendermint. Et le Malachite, en fait, c'est un moteur qui, de ce que je comprends, fonctionnerait en surcouche de Tendermint. Donc ça fait que, en toute logique, de ce que j'ai lu, les blockchains de l'écosystème Cosmos ont pas besoin de se prendre la tête pour switcher sur ce nouveau modèle parce qu'il est pensé pour pouvoir permettre de s'adapter rapidement. Donc très impatient de voir ça et ça pourrait donner un petit coup de boost à DYDX, tu vois, notamment face à Hyperliquid par exemple. En plus d'avoir la compatibilité EVM, tu vois. Bah, c'est un écosystème qui a besoin justement d'améliorer tout ce qui est latence, TPS, interop, etc. Et j'ai beaucoup lu ce que tu as écrit autour de ces sujets-là, donc je ne serais pas mieux placé pour en parler. En tout cas, sur le papier, c'est quelque chose d'intéressant et ça pourra bénéficier aux projets, comme tu dis, qui sont sur ces écosystèmes-là et qui ont besoin un peu de ces améliorations. En tout cas, ça va être intéressant à suivre. Bah ouais, on va commencer à avoir, dans le cadre de la latence finale de consensus, des systèmes qui sont suffisamment rapides pour qu'on ait l'impression que ce soit de l'instantané. Et pour ceux qui veulent des performances de l'ordre de la milliseconde, on a les préconfs qui arrivent aussi. Donc en fait, en fonction du besoin, tu pourrais avoir des latences semblables à des systèmes totalement centralisés en fait. Donc je suis très impatient de voir ça, honnêtement. Complètement d'accord. Voilà. Ensuite, on a Optimism qui intègre Pectra du coup, ce qui fait que là aussi, on va pouvoir en toute logique payer les transactions avec différents tokens ERC20, faciliter l'interopérabilité entre les différentes chaînes de l'écosystème Superchain. Donc ça, c'est cool. On apprend aussi que Polygon a ouvert la boîte de Pandore. On savait que Polygon, ils faisaient un peu les trucs de leur côté avec leur Ag Layer. Et ça y est, l'Ag Layer serait compatible avec l'OpiStack. Donc, une interopérabilité entre Polygon et l'écosystème Optimism, de ce que j'en comprends. Pour vous parler un petit peu de Solana, on a la mise à jour Agave 2.2 qui est déjà live, mais qui n'a pas été mis en place par tous les validateurs. Cette mise à jour, notamment, elle permet d'augmenter la block limit de 50 millions à 60 millions de compute units, donc c'est l'équivalent du gaz sur Ethereum. Donc ça veut dire que dès que la majeure partie des validateurs passe sur la 2.2, ici, tu vois, actuellement, on est à 8%, et on a Other à 24%, mais en fait, Other, c'est principalement Jito, j'imagine, et Jito, c'est un fork d'Agave, bon bref. Donc, dans les prochaines semaines, tout le monde va passer sur du 2.2, donc dans les prochaines semaines, Solana sera plus performant de 20%. Ça permet d'évoluer un petit peu en attendant d'avoir des nouvelles de Firedancer, parce que le bon vieux Firedancer, il est lent, Solé. C'est pas encore ça. Très lent. C'est pas encore ça. Mais n'empêche que il faut quand même saluer le fait que Solana arrive quand même à avancer très très vite.
malgré sa décentralisation, là où on pourrait argumenter que les autres qui ont moins de décentralisation pourraient avancer encore plus vite. Solana fait vraiment beaucoup, beaucoup d'efforts de ce côté-là depuis, en fait, en même temps que Ethereum s'est un peu réveillé, je trouve. On a vraiment un peu de toute façon, j'ai envie de dire les deux moteurs de l'écosystème qui se tirent un peu entre eux, etc. Et du côté, en tout cas, de l'infra pur, je trouve que les derniers mois ont été vachement bénéfiques pour les deux. Et Ouais. c'est très très cool de voir ça pour le Solana aussi. Alors moi, je suis ce mec. Je vous le mets dans le chat. 2 secondes. Hop, voilà. C'est un gars qui bosse sur Agave, qui a l'air d'être une tronche, mais une tronche de malade mental en termes de tech. Et en fait, lui, son rôle, c'est d'optimiser le client Agave à bloc, en s'inspirant de FireDancer évidemment, mais en reprenant tout à très bas niveau, tu vois, le hardware, etc., etc. Donc c'est principalement grâce à ces optimisations-là qu'on a pu stabiliser le block time de Solana pour le maintenir à 400 millisecondes, parce que de base on nous disait 400 millisecondes, c'était plutôt 450, voire 500 parfois. Là on est même un petit peu en dessous des 400 millisecondes. Et ensuite, il nous explique que son prochain projet, ça va être justement d'implémenter des nouvelles technologies de communication pour, dans les grandes lignes, transférer des paquets réseau de manière beaucoup plus rapide sans passer par le kernel. Donc le kernel, si tu veux, c'est l'interface entre le matériel et le logiciel sur un ordinateur ou sur un système informatique. Et donc, tu vois, t'as FireDancer d'un côté, mais t'as Agave de l'autre. Et tu vois, on disait oui, mais si FireDancer existe, c'est pas bon pour la décentralisation de Solana parce que du coup, ça ferait que tout le monde passerait sur un seul client et du coup, ce serait pas bon pour la diversité. Bah non, parce qu'il y a des optimisations qui sont faites sur Agave et des optimisations qui sont faites sur FireDancer. Donc en fait, la critique de Solana de dire ouais, c'est pas décentralisé, c'est faux en fait. Parce que oui, t'as moins de validateurs, t'as moins de complets, c'est vrai, mais t'as la client diversity, ça avance vite et on en arrive même à un stade où, tu vois, les développeurs du client d'exécution Ethereum, là, tu sais, RETH, là, de Paradigme, demandent à Alessandro, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que ce qu'on fait, c'est bien? Est-ce que tu as des pistes d'optimisation à proposer? Donc ça, je le vois passer dans ma TL, en fait, où il donne des inputs très intéressants. Donc, ça fait avancer Ethereum, tu vois, d'un point de vue idéologique, mais aussi du point de vue technique. Donc, les deux se poussent vers le haut, en fait. Voilà. Ensuite, voilà, ça, je voulais vous le montrer tout à l'heure. Est-ce que cette fois, ça va charger comme je le souhaite ou pas? On va essayer, parce que mon Internet a du mal. Tu sais, t'as le site GrowThePie. Quand tu vas sur GrowThePie, arrête de me bloquer les pubs, j'arrive pas à le charger. Quand tu vas sur GrowThePie, tu vas sur Transaction Cost à gauche. Donc, tu as ce petit tableau habituel que tu connais bien. Et là, tu as un bouton Detailed Fees. Tu cliques dessus. Par défaut, tu seras en USD. Donc, bon, tu vois que dans tous les cas, c'est pas cher. Mais si tu veux vraiment voir les choses de manière précise, tu te mets en Ether et tu peux voir les différentes blockchains de l'OP-Stack, en fait, et les frais qui sont répercutés. Et tu vois que c'est minuscule. C'est absolument minuscule. Avec l'Unichain, comme je vous le disais plus tôt, qui gère des blocs de 250 millisecondes grâce à Rollup Boost, un truc comme ça. Et cette technologie Rollup Boost, elle va arriver sur toutes les chaînes de l'OpenMainnet, donc ça va profiter à tout l'écosystème, dont Base. Voilà. Écoute, c'est à peu près tout. Si j'ai un petit truc pour Hyperliquid, j'ai un petit truc pour Atom. Pour ce qui est d'Atom, visiblement, enfin, on va avoir un DEX intégré au Cosmos Hub, donc à Atom, en plus d'avoir une machine virtuelle intégrée à Atom, parce que c'était un vrai problème. Avant, Cosmos Hub, c'était juste un peu le hub de l'interopérabilité, mais en fait, ton jeton Atom, il servait à rien à part être stacké pour choper du yield et des airdrops. Là, il servira aussi de gaz pour la machine virtuelle et il servira aussi pour le DEX. Donc, il y a une tentative. Voilà, je vous dis pas acheter, je vous dis pas ça va les sauver et tout. Il y a une tentative de comeback du côté d'Atom et ça fait plaisir à lire. Et pour ce qui est d'Hyperliquid, de ce que je comprends, ils sont en train de mettre en place un système pour que n'importe qui puisse déployer un token spot. Voilà. Et ça, je laisserai Picsou vous en parler quand il sera de retour la semaine prochaine. Donc moi, j'ai terminé de faire mon monologue. Excusez-moi. Magnifique. Tu avais préparé des éléments, Thomas? J'avais quelque chose, je vois que dans le chat, ça dit on n'en peut plus de Hyperliquid. Moi, ça tombe bien, j'avais préparé 2-3 petites choses de ce côté-là parce qu'il y a quand même des trucs sur Hyperliquid qui montrent. En fait, c'est pas pour rien que ça fait partie des top performers en ce moment. Alors, encore une fois, je précise ici que je ne vous dis pas qu'il faut acheter maintenant, qu'il faut vendre, etc. Ça n'a rien à voir. Juste que c'est quand même bien de comprendre pourquoi est-ce que ça marche fort. Et on a quand même pas mal de choses qui arrivent. Et on peut même... J'ai quand même 2-3 petits trucs à vous montrer qui peuvent être sympas et qui peuvent même donner un petit peu de grain à moudre à vos spéculations. Hop, tac. Si jamais... Tu me dis quand je l'affiche. C'est... Juste une toute petite seconde. Tac, hop.
Ce sera bon. Ouais. Ah non, tu me dis. Si, c'est bon, Ok. tu peux y aller. C'est bon, c'est parti. Tac. Alors, plusieurs choses qu'on peut regarder tous ensemble. Alors, on peut avoir déjà dans les Explorers, il y a des choses qui sont déjà intéressantes en tant que telles. Déjà, il y a eu le fait qu'on a eu un Open Interest qui a fait un nouvel ATH. Ces derniers jours, on a dépassé l'ATH qu'on avait fait au mois de décembre. Donc, Open Interest, c'est la quantité, en tout cas la valeur de position ouverte sur Hyperliquid sur les produits perpétuels. Donc ça, c'était déjà intéressant. Si on regarde un petit peu sur les stats de Hyperliquid, c'est très très clair. Tac, voilà, juste ici. On voit qu'on a dépassé, hein, je vous ai montré 5 milliards du coup, donc ce qui était vraiment impressionnant. Et on a vraiment eu un comeback depuis grosso modo le bottom de marché, où on a quasiment doublé cet Open Interest, ce qui est absolument fou. Et ça s'accompagne de quoi? Qui dit plus d'open interest, plus de volume sur la plateforme, ça veut aussi dire plus de buyback du token. Là, on est sur les dernières 24 heures à 2 millions et il y a eu sur les dernières semaines des jours à 3 voire 4 millions de buyback qui ont été envoyés. Donc, vous les annualisez x 365 de tête. Je m'aventurerai pas à vous donner Quasiment un milliard. précis, c'est à peu près un peu plus d'1 milliard, grosso modo, entre un peu moins, un peu plus d'1 milliard. Donc ça fait quand même pas mal de pression acheteuse qui vont directement sur le token. Alors on avait eu les débats, est-ce qu'ils doivent racheter que du hype, est-ce qu'ils doivent avoir du SDC, etc. Il n'empêche qu'à l'heure actuelle, il s'agit que du hype, donc ça c'est plutôt très très cool pour le réseau. On avait eu aussi du coup, on avait eu le switch aussi sur les fees, Tech Hyperliquid. On avait eu le switch qui s'était fait sur les tac. Ils ont augmenté les frais en gros. Ils ont augmenté les frais, c'est ça. tu peux avoir des réductions si tu stakes. Là, voilà, ici, où on voit ça directement. Donc on a eu plus de frais qui sont payés, donc ça alimente aussi ce côté buyback. Donc du côté de l'Hypercore, c'est très très cool. Et en plus de ça, on a eu, donc là ça date d'un peu plus, ça date d'il y a une dizaine de jours maintenant, on avait eu l'annonce, en tout cas là, disons l'annonce, ou en tout cas la volonté de décentraliser, ou en tout cas d'ouvrir le listing sur le produit pair pour que il y ait des front-ends qui puissent aller puiser directement dans la liquidité d'Hyperliquid, hein, c'est-à-dire que vous créez, il serait possible que vous créez par exemple votre site internet et vous dites venez trader sur ma plateforme, et en fait ça va puiser directement dans les ressources d'Hyperliquid et vous êtes branché à Hyperliquid aussi, donc ça va permettre un petit peu d'ouvrir ce côté-là. Et on nous parle aussi du collatéral qui pourrait arriver rapidement. Par exemple, vous avez du Bitcoin que vous souhaitez utiliser en collatéral pour votre trade, vous pouvez le faire, ou en tout cas le hype aussi. Donc ça aussi, de ce côté-là, c'est vraiment très cool et ça va permettre de démocratiser. Alors même si dans l'idée, pour pouvoir utiliser justement les fonctions que je vous parle là, il faut quand même staker 1 million de hype, donc un peu plus de 25 millions à l'heure actuelle. Donc ça demande un certain budget. 5 millions de dollars, ouais. Ça demande un certain budget. C'est pas certain que ça arrive dans l'immédiat non plus. On verra si c'est des chiffres qui sont amenés à peut-être baisser plus tard, mais en tout cas, dans l'idée, c'est plutôt très très cool. Et on voit ici les frais. Alors, ça, c'était le tweet du 10. Donc, comme je vous montrais, je vous disais juste avant, voilà, des jours à 3 à 4 millions de frais. Le 10 mai, justement, on était à 3 millions de frais. On avait dépassé Tron, on avait dépassé Solana, etc., etc. Donc, en termes d'application, Hyperliquid, c'est ce qui génère le plus de sous. Et pour tous ceux qui sont des adorateurs d'applications et qui pensent que les applications devraient valoir plus cher, c'est quelque chose que vous pouvez ajouter dans votre besace d'arguments, étant donné que Hyperliquid dépasse déjà les plus grandes infras en termes de revenus. Donc ça, c'est plutôt très très cool. Ensuite, on avait aussi du côté... alors, je peux enchaîner par quoi? Il y a quelque chose, alors, c'est un petit truc qui est un peu, c'est pas caché, mais disons qui est pas ultra répandu, c'est les auction price. Les auction price, c'est quoi? C'est les enchères pour les tickers. Les enchères pour acheter des tickers, exactement. Et on voit que sur l'année 2024, on avait eu un début d'année qui était relativement plat. Ça n'intéressait personne d'acheter les tickers pour se faire lister sur le spot, le perp d'Hyperliquid, etc. Enfin, en tout cas sur la chaîne Hyperliquid. Et on voit que depuis récemment, depuis grosso modo la fin du mois de mai, la fin du mois d'avril, on commence à revoir des enchères qui commencent à être de plus en plus importantes. Ça avait annoncé au début la fin de 2024, un début d'euphorie / des trucs sympas qui se passent sur Hyperliquid, et on voit un petit peu cette tendance qui commence à augmenter. Le dernier ticker, c'est un meme coin,
slash truc qui sert pas à grand chose, mais qui a été développé par la communauté, qui s'est vendu pour 60 000 $. Et on voit que l'enchère à l'heure actuelle, elle est déjà à plus de 120 000 $, soit quasiment le double. Donc du côté des tokens Hyperliquid, on pourrait peut-être avoir des choses qui se trament parce que ça fait partie de ces choses un peu sous-jacentes. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui veulent acheter les tickers pour beaucoup plus d'argent, et donc peut-être on va avoir des trucs qui vont se construire un peu plus grands, et je trouve ça vraiment intéressant. D'ailleurs, les tickers qui sont achetés comme ça, c'est aussi du buyback directement pour les achats de hype dont on parlait juste avant. Donc plus c'est cher, mieux c'est pour nous. Tac. Et aussi on a du côté du coup de l'Hyper EVM, parce que pareil, c'est quelque chose quand même qu'il faut noter, c'est que l'Hyper EVM, alors dans sa version initiale, au tout début quand elle s'est lancée, c'était évidemment quelque chose de pas suffisamment construit, pas suffisamment bien développé. En tout cas, il y avait pas mal de trucs encore à faire, mais pourtant sur les dernières semaines, ça fait partie des chaînes qui ont gagné le plus de TVL. Là, je vous montre le Dune de Hyperliquid. Si je vais dans l'Hyper TVL, en quelques mois, on a multiplié par 10 à peu près la TVL depuis le mois de mars. Et on voit les protocoles qui ont le plus. Alors évidemment, on a Hyperland et Felix sur le côté de du money market, donc la DeFi lending borrowing, voilà. Ensuite, on a HyperSwap, TitanSwap, etc. Et quelques autres protocoles qui s'ajoutent à ça. Donc pareil, du côté de l'HyperVM, on voit vraiment un usage qui commence à vraiment grossir. Juste avant que tu enchaînes, on est à quoi là? On est à 650 millions de TVL? Ouais, c'est ça. Ouais. Donc on est sur un demi-Sui, un demi-Aptos. C'est ça, exactement. Bah justement, j'allais venir sur DeFi Lama. On voit, alors la TVL n'est pas calculée de la même manière sur DeFi Lama, mais on a du Sonic à 1,2 milliard, du Aptos, même du Bear Chain, hein, la chaîne DeFi par excellence. On est à la moitié de ces chaînes-là, et même celui est un petit peu plus loin. Mais question, là il marque Hyperliquid L1, tu sais si c'est Hypercore plus HyperEVM, ou si c'est que Core, ou si c'est que le VM? En tout cas, t'as le VM, puisqu'on voit qu'il y a Hyperland, tu vois. Ouais. Je pense que tu as le Hyperliquid, mais c'est que la TVL du Hyperliquid, elle est. Voilà. Okay. Tu as le HLP et alors ça, c'est le spot. On a la réponse. Regarde, si tu as le Volt et compagnie, en fait, tu as l'Hypercore d'un côté et tu as tous les produits de l'EVM de l'autre, et ils font l'addition et ça fait quasi 1 milliard. C'est ça. C'est ça, ils considèrent alors le HLP qui est un produit DeFi, mais directement sur le L1 classique. Et par contre, ils enlèvent le produit PERP. Voilà, en tout cas sur DeFi Lama, c'est calculé comme ça. Donc prenez un petit peu les référentiels dont vous avez besoin. N'empêche que la croissance, mine de rien, elle est quand même très très forte. Et juste pour vous montrer un petit peu la market share par rapport à Binance, on voit que Hyperliquid fait 33% des volumes de Binance, et sur les produits perpétuels a réussi à stagner autour des 10%. Donc à partir de là, alors, on voit qu'on n'arrive plus à augmenter pour le moment, en tout cas sur la partie des perps. Attends, mais c'est le marché spot, il prend autant de place par rapport à Binance? En tout cas d'après le dashboard. C'est une folie, hein. C'est une folie. Alors, je fais une petite précision avant que tu enchaînes. Pour ceux qui nous écoutent, on nous dit vous êtes chien avec Hyperliquid. À l'époque, c'était vous êtes chien avec Solana. Donc en fait, vous nous mettez dans une position un petit peu délicate. En gros, notre boulot, c'est de vous parler du marché des crypto-monnaies et de mettre le focus sur les principaux. Et les principaux, c'est qui? C'est Bitcoin, c'est Ethereum, c'est Solana, et maintenant c'est Hyperliquid. On a parlé de quoi aujourd'hui? On a parlé de Bitcoin, beaucoup d'Ethereum, un petit peu de Solana et un peu Hyperliquid. Donc en fait, vous nous reprochez de faire notre boulot finalement. Parce que je sais pas si vous vous rendez compte, mais Hyperliquid, plus gros airdrop de tous les temps, nouvel airdrop à venir, expérience de plus en plus semblable à un sexe de manière plus ou moins décentralisée, un token du coup qui est sorti à 4$, qui est monté jusqu'à 32, qui a fondu en dessous des 10$, et là qui est déjà en x2,5 depuis le bottom. Ça vous saoule de gagner de l'argent en fait? Ça vous saoule de vous parler de fondamentaux, ou faut qu'on vous parle de trucs de merde en fait? Moi c'est ça que je veux comprendre, et j'en ai même pas du hype, j'en ai jamais eu. C'est juste qu'à un moment donné, faut être logique, c'est-à-dire qu'Hyperliquid, tu peux pas faire comme si ça n'existait pas. Ça va dans le sens de la décentralisation, ça va dans le sens des performances, il y a des nouveaux produits, il y a la possibilité pour les développeurs de construire des trucs en surcouche, on vous a dit juste avant, de pouvoir faire des sites en marque blanche pour faire des DEX en surcouche. En fait, c'est le produit on-chain rêvé, et c'est tellement puissant
qu'on en arrive à un stade où tu vois Tether à l'USDT qui commence à mettre du coup de l'USDT, de l'USDT 0 sur Hyperliquid. Donc c'est un truc que tu peux pas passer à côté, tout simplement. Absolument. Et pour rappel, hein, bien évidemment, je vois que ça parle de la saison 2 des airdrops. On peut vous remettre bien évidemment la vidéo qu'on a faite sur le sujet où je vous montre comment on farm l'Hyper EVM, enfin le peut-être deuxième airdrop, si Dieu le veut, d'Hyperliquid avec l'Hyper EVM, l'Hypercore, qu'est-ce qu'on utilise, quoi, comment, si jamais ça vous intéresse. Et le but ici, c'est pas de vous dire que Hyperliquid est le Saint-Esprit, bien entendu, même si ça fait partie des protocoles que moi, personnellement, j'apprécie le plus par la vision et l'utilité, et surtout par le fait que ça génère de l'argent. Hein. On voulait des projets qui soient utiles, des projets qui génèrent des sous, etc. Hyperliquid est sûrement le mieux placé sur le dernier cycle, enfin en tout cas la dernière année, pour justement développer ces produits-là. Voilà. Et comme tu le disais, voilà, pour terminer sur ce côté un peu DeFi de l'Hyper EVM, on a eu l'intégration, alors pas que de l'USDT 0 d'ailleurs, on a eu l'USDE aussi qui a été ajouté. Alors l'USDT 0, c'est déjà un excellent achievement. L'USDE en plus, c'est une surcouche par rapport à ça. Et pour tous ceux qui farmeraient les airdrops sur différentes applications, on a même des petits points qui sont allés à gratter du côté de Hyperlen. Il me semble, voilà, si vous pouvez aller déposer un petit peu d'USDE ou un petit peu de Hype, je vois qu'il y a un petit peu de place de ce côté-là. Donc faites-vous plaisir, vous gagnez aussi des points pour le airdrop d'Ethena potentiel. Parce que de ce que j'ai compris, il y a une saison supplémentaire, il y a des gens qui farment Ethereal, qui est le Perpdex développé par Ethena aussi. Voilà, c'est pas le sujet, mais je voulais quand même vous montrer qu'il y a des petites choses à faire, intéressantes du côté des applications. Et avant que tu enchaînes, oui, je t'en prie. Parce qu'on a des commentaires très intéressants et n'hésite pas à me reprendre. Première chose, quels sont les risques d'Hyperliquid? Alors, il y a le risque réglementaire, parce qu'évidemment, sur un système aussi peu décentralisé, dans le sens où tu as 21 validateurs, mais les principaux validateurs, c'est ceux de la fondation. Tu as le risque réglementaire, si vraiment tu as un régulateur qui veut venir faire chier. Après, il faut quand même qu'il ait des arguments solides. Un projet, ça se décentralise au fur et à mesure. C'est le cas même pour les roll-up. On n'a pas tapé sur des séquenceurs centralisés de roll-up. Donc, pour moi, les séquenceurs centralisés sont plus à risque qu'Hyperliquid. Donc, tu as le risque réglementaire. Tu as le risque de piratage, évidemment. Il pourrait y avoir une attaque sophistiquée sur les créateurs d'Hyperliquid pour foutre la merde. Tu as un risque de faille de sécurité, mais ça, tu l'as absolument partout. Et le deuxième argument que je trouve très intéressant, c'est ouais, vous avez pas peur qu'avec l'airdrop qui arrive, il y a une perte d'activité? Auquel je vais répondre simplement. Hyperliquid aujourd'hui, c'est capitalisé en FDV à combien? Il est à 25 $, donc il est à 25 milliards de FDV. 25 milliards de FDV, il y a encore un peu moins de 50% du supply qui peut être airdroppé. Donc ça veut dire que je fais à la louche. Si on est à 25 milliards de capitalisation totale et qu'on a la moitié, donc 12,5 milliards qui peut être airdroppé, ça veut dire que déjà, s'ils airdroppent des petites tranches de 10%, ils airdroppent 1 milliard à chaque fois. T'as aucun projet qui a les mêmes cartouches aujourd'hui sur le marché des crypto-monnaies pour faire des airdrops aussi violents, à part Bear Chain loin derrière. Donc, quel est leur intérêt d'airdrop 12 milliards d'un coup et de faire fuir tout le monde, alors qu'ils peuvent vous donner 5% quand il y a une baisse d'activité, puis 5%, puis 5%, puis 5%. Ils ont aucun intérêt à faire une simple saison 3. Ils vont faire une saison 3, une saison 4, une saison 5, une saison 6, dès qu'il y a une baisse d'activité. Donc, pour moi, ils ont toutes les cartes en main, en fait. Et là où c'est intéressant, là je ne fais que reprendre les propos de Picsou, mais c'est que vous vous rendez compte, je vous fais un lavage de cerveau, mais parce qu'en fait moi-même j'ai mis trop de temps à comprendre. On se plaint des VC chain. Une VC chain, c'est quoi? C'est-à-dire que c'est des projets qui ont levé de l'argent, donc qui ont donné des tokens à des investisseurs privés pour que ces investisseurs privés investissent du coup, mais du coup ça fait qu'à terme ces investisseurs privés ils vont vendre. Et souvent, ils vont vendre avec un multiplicateur juteux s'ils sont rentrés assez tôt. C'est pas le cas sur Hyperliquid. C'est-à-dire que le supply qui est disponible, à part quelques jetons pour la team, mais le supply qui est disponible, il a été donné sous forme d'airdrop. Donc ceux qui avaient envie de décaisser leur airdrop, ils l'ont déjà fait. Donc évidemment, au prochain airdrop, ça va décaisser, évidemment. Ça aura un impact, évidemment. Mais contrairement à de nombreux autres Layer 1 qui ont levé des fonds, t'as pas de pression vendeuse constante de la part des VC. Et c'est ça qui fait la différence. Donc, t'as pas toute cette pression vendeuse de la part des VC. Et en plus de ça, t'as de la pression acheteuse constante sur le token, puisqu'à chaque fois, les revenus du protocole servent à buyback le token. Donc, ils ont pris le problème tel qu'il était dans l'écosystème. Comment on évite la pression vendeuse? Comment on crée de la pression acheteuse? Voilà le résultat
depuis le bottom, on est en x2,5. Sur Solana, on est en x1,7. Sur Ethereum, on est à plus à peu près x1,7 aussi, je dis à la louche, tout simplement parce qu'il est moins capitalisé et qu'il y a plus de pression acheteuse et qu'en plus de ça, pour le moment, les gens ils sont hypés, évidemment qu'ils sont hypés. Je vous dis pas que ça ne peut pas mal finir, on reste dans le marché des crypto-monnaies, mais je veux juste que vous compreniez bien, comme j'ai mis du temps à le comprendre, et je comprends maintenant pourquoi Picsou il est autant maltrixé, que c'est la première fois de notre vie qu'on voit ça sur ce marché. J'ai terminé. Complètement d'accord. De toute façon, je peux pas être plus en phase avec ça. Et en tout cas, moi, du côté de l'Hyper EVM, voilà, c'était un petit peu pour vous rappeler que c'est un projet qui génère des sous, qui est intéressant, qui a une TVL en très grande croissance. C'est pas les seuls à avoir une très grande croissance non plus, c'est pas ce que je veux dire là, mais que ça fait partie de ces choses qui se développent avec un écosystème fort. Alors, la question de savoir est-ce qu'ils sont là pour l'airdrop, est-ce qu'ils sont là pour rester, etc. Et j'ai envie de dire que c'est une question à laquelle on aura la réponse une fois que ce sera passé. En attendant, il y a quand même un momentum qu'il faut pas oublier. Et si on veut spéculer sur des prochaines hausses, etc., je pense qu'Hyperliquid continuera d'être en tête de liste des trucs intéressants, surtout que ça fait pas partie. En tout cas, c'est un avis perso. Je trouve que le consensus autour d'Hyperliquid n'est pas du tout comme on veut nous le faire croire en disant que oui, tout le monde est sur Hyperliquid, etc., etc. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui juste ne s'y intéressent pas, etc. Et que ça laisse encore beaucoup de marge de croissance pour la suite. En tout cas, c'est à mon avis et on verra dans les prochaines semaines, prochains mois, ce qu'il en est. Et pour ceux qui se posent la question pourquoi j'ai pas de hype, parce que sur le bottom, j'ai préféré acheter du Solana, que j'ai préféré rester sur quelque chose que je comprenais mieux. Ça m'a très bien réussi, évidemment. J'ai eu peur aussi sur Hyperliquid avec les FUD qu'il y avait eu, tu vois, qui ont bien fonctionné, hein, évidemment. Donc je me suis fait avoir par le FUD. Mais si une occasion se présente, je pense que je in, parce qu'il est forcément beaucoup moins capitalisé que la BNB Chain, que Solana. Et que potentiellement, en fait, c'est très difficile pour un autre projet d'arriver et de faire la même chose parce que tu as cette espèce de first mover et que encore une fois, ils ont pas de VC, quoi. Et juste le fait qu'ils aient pas de VC en étant dans le top 100 face à quasi exclusivement des VC chains. Voilà, donc écoutez, on est à une émission d'1h20 à peu près. On a fait le tour, je pense. Je sais pas si toi tu voulais aborder d'autres sujets. Moi, je m'étais juste noté, moi de mon côté, juste 2-3 choses parce que vu qu'on a une reprise qui est violente, les gens peuvent être, et même de manière générale, on a vu des perfs qui sont modérées pour certaines et très fortes pour d'autres. Il y a ce côté un peu où on a l'impression d'avoir un peu raté le train. Je ne sais pas si le train va durer, celui dans lequel on est, est-ce que ça va continuer ou pas? J'ai mon avis perso qui est que on commence à voir, tant bien que mal, des améliorations du côté des États-Unis et de la Chine. On a eu, là, pendant l'émission, j'ai vu passer les messages du chat, je vous ai lu et je les regardais, j'ai vu que demain, on devrait avoir l'annonce officielle du deal qui a été fait. Donc là, on nous a dit qu'ils avaient fait un arrangement, qu'ils avaient trouvé un deal, mais on n'a pas les détails. Donc, on verra demain ce qu'il en est. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Voilà. À très court terme, encore une fois, la question n'est pas de savoir si ça va monter, baisser, etc. Personne n'a de certitude. Cependant, si on s'enlève l'épine du pied qui étaient les tarifs, on pourrait, considérer qu'on peut réavoir un mouvement qui est sain, surtout que le mouvement actuel qu'on a débuté est relativement peu. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui n'y croient pas vraiment, où on a un peu l'impression que c'est un rebond du chat mort, alors qu'on a quand même quelques datas qui pourraient nous laisser montrer le contraire. Je peux peut-être juste montrer juste rapidement. Tac, hop. Remets bien ton écran. C'est bon, tu peux le montrer. Je l'affiche. Donc là, c'était un post que j'ai trouvé intéressant qui nous montre un petit peu le détail des positionnements. Qu'est-ce qu'on a eu, etc. Et en fait, ce qu'il nous montre, c'est qu'on a eu des volumes spots qui ont augmenté graduellement. C'est-à-dire qu'au début du mouvement, ça a été beaucoup de liquidation des short squeeze, où on est vraiment venu, on a vraiment pressé le citron, histoire de vraiment mettre les gens sous l'eau. Et ensuite, on a du spot qui a commencé à rentrer dans la danse. Puis on a eu de nouveau après on commence à revoir un petit peu des effets de levier longues, donc positionnés pour la hausse, qui commencent à arriver aussi. Et pourtant, on voit qu'on reste dans des timings, enfin plutôt dans des moments qui sont encore sains, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une gogoleries, voilà, on va dire ça comme ça, où on arrive dans des extrêmes euphoriques, etc. On voit les fundings notamment on voit sur la fin de l'année qui étaient beaucoup, beaucoup plus élevés
Alors là, c'est sur Ether, mais c'est pareil sur Bitcoin, dans tous les cas, où on était à l'ATH sur Bitcoin et en fait, au même prix, on avait des fundings beaucoup plus bas, ce qui montre qu'en fait, on a un mouvement qui est relativement sain et qui n'est pas tellement supporté par un excès d'optimisme, etc. Donc, on pourrait imaginer, je dis bien pourrait, imaginer que ce mouvement-là soit un peu plus pérenne dans le temps, en fonction de plein d'autres facteurs, etc., etc. En tout cas, je pense par contre que je vous montre aussi quelque chose on-chain. Donc, l'analyse on-chain, c'est un domaine bien particulier. J'ai énormément de collègues dans ce que je fais qui le font très bien et on m'a montré justement cette charte qui représente plein de trucs, mais je vais vous la faire très simple. Grosso modo, le truc en orange, c'est la réalisation, enfin c'est la market cap réalisée, donc c'est-à-dire les profits qui sont pris par par certains types d'acheteurs, ce qu'on appelle les long-term holders, donc les détenteurs de plus de 6 mois. Et ce qu'on voit, c'est qu'on n'est pas du tout dans un mouvement où ces holders sont en train de vendre, comme ça a été le cas en décembre, mais bien au contraire, on est même dans un mouvement d'accumulation encore plus forte, c'est-à-dire que plus le prix monte, plus ces holders long terme achètent, et c'est des choses qu'on a vues plutôt sur des bottoms historiques. En tout cas, on considère que des holders long terme qui commencent à réaccumuler du côté de Bitcoin, c'est plutôt bon signe pour la suite. Et là, on a une réaccumulation qui s'amplifie avec le temps. C'est même pas qu'elle ralentit, c'est qu'elle s'amplifie alors que le prix monte. Donc, c'est quelque chose que je trouve intéressant, justement, dans ce côté de croire un petit peu que ça puisse un petit peu durer, etc. Je vois des gens qui parlent des inflows sur Ethereum. En fait, il y a aussi quelque chose qu'il faut prendre en compte sur les inflows, qui est un avis perso. Je ne vais pas dire que ce que je dis est une vérité, mais on a vu des inflows sur les derniers jours d'Ethereum. Pourquoi? Si on prend le prix, alors je vais plutôt prendre une charte où j'ai où j'ai moins de choses de noter là-dessus. Tac, tac. Je vais enlever mes Vegas là, voilà. En fait, on est revenu sur les prix de quoi? On est revenu sur les prix en fait du bottom de l'année dernière, grosso modo. Genre là où on a consolidé tout 2024, etc. On est revenu à ces prix-là. Donc, c'est pas surprenant, à mon sens, que des gens qui voient qu'ils ont eu l'opportunité de sortir à leur prix d'entrée par là, soient en train de vendre parce qu'ils se disent non mais j'y crois pas, etc. Sachant que dans les inflows des ETF, on peut considérer à la fois qu'il y a des trucs institutionnels, mais à la fois des trucs retail. Donc c'est pas impossible qu'il y ait des gens qui sortent à partir de ce moment-là, et pourtant on a un momentum sur le prix qui est fort. Donc moi je sais que les infos des ETF, c'est pas quelque chose que j'utilise pour me donner un avis. Ça peut être des indications, ça peut être des trucs intéressants, mais ça me surprendrait pas que ces infos-là soient un peu des inflows pour dire qu'on n'y croit plus vraiment sur Ether, etc. Pour la suite. Et si jamais, est-ce que j'ai perdu mon dernier tweet? J'ai perdu mon dernier tweet, alors attendez, tac. Et si jamais vous voulez acheter les dips de manière intelligente, alors on dit toujours acheter le dip, etc. Et comment est-ce qu'on achète un dip? Je partage ce tweet, Capet, si tu veux l'envoyer dans le chat. C'est quelqu'un qui montre un petit peu différentes manières d'acheter des dips sous différentes façons. Le but, c'est pas de toutes vous les montrer, mais par exemple, si jamais vous voulez acheter des dips de manière saine, c'est de prendre un outil de Fibonacci classique, qui est un outil classique sur TradingView, vous le tracez, et on peut considérer qu'un 38.2 est déjà intéressant. Vous avez l'outil des VWAP qui est aussi intéressant, vous la placez, ça vous donne des supports. Voilà, c'est des petites techniques qu'il faut que vous ayez creusé de votre côté. Chacun aura ses méthodes. Là, on rentre dans le côté analyse technique. C'est des méthodes différentes pour chacun, etc. Mais quand on dézoome un petit peu, et quand on regarde aussi les dominances, mine de rien, je trouve qu'on a de la marge pour se dire que on peut peut-être croire que ça peut un peu durer. Voilà. C'est un avis perso. Mince, hop, je voulais mettre là. À très court terme, je ne sais pas de quoi sera fait demain, etc. Pour être honnête. Mais quand on dézoome, en fait, vous êtes pas en avance. Je vais pas vous dire que vous êtes en avance, mais selon moi, vous n'êtes pas encore tout à fait en retard et vous pouvez soigner des entrées qui soient correctes si jamais vous voulez spéculer à la hausse. En tout cas, moi, c'est le message. Je ne suis pas un messager, mais c'est plutôt l'avis que j'ai sur le marché, celui que je partage, c'est que c'est pas encore tout à fait trop tard. Et si ça doit augmenter, ensuite, par contre, ce sera vraiment tard. Et il y a moyen de jouer des petits trucs à droite à gauche, voilà, de manière sereine. On parlait de plusieurs alts qu'on a vu dans l'émission. On a vu le réveil d'Ethereum et des ERC20 de manière générale, qui commence à se réveiller, on a du AAV qui performe bien, etc. Donc voilà, je pense qu'on a un environnement qui commence à s'apaiser et dans lequel structurellement je trouve que le marché n'est pas encore parti totalement en vrille avec une euphorie un peu généralisée, etc. Donc
Évidemment à prendre avec des pincettes, les marchés ça change toutes les 24 heures. Voilà, pour tous ceux qui auraient un peu des doutes, je c'est un peu l'idée que je me fais du marché là, à l'heure actuelle, pour terminer l'émission, quoi. Je vais compléter tout ça. Alors moi, je vais avoir un biais qui est totalement différent, c'est que Bitcoin est à part. Voilà, c'est-à-dire que Bitcoin, pour le moment, il plaît aux boomers, MicroStrategy va pleine couille, etc. Donc, je pense que Bitcoin a de l'upside, mais on a vu que sur ces derniers mois, le fait que Bitcoin ait de l'upside ne veut pas dire que le reste aura de l'upside. Donc, faisait comme si finalement, on doit juste souhaiter que Bitcoin ne baisse pas. C'est quand même plutôt bonne nouvelle, parce que par contre, quand Bitcoin y baisse, historiquement, t'as tout qui baisse. Donc, ce qui va nous intéresser en tant qu'investisseur altcoin, puisque vous êtes principalement des altcoiners ou des shitcoiners dans le chat, ou ceux qui nous écoutent sur YouTube, ça va être Ethereum qui se porte bien. Et fondamentalement, et exclusivement fondamentalement, Ethereum se porte mieux que jamais. On a identifié ce qui ne va pas, on va dans le sens de ce qui va. On scale le L1, on scale le L2, on file les clés à des gens qui veulent pousser vers l'air performance, avec notamment le testnet Perfnet, qui est un testnet qui est pensé un peu comme Solana, où on met du hardware beaucoup plus puissant et on pousse le VM dans ses derniers retranchements. Et en fonction de ce qu'on apprend, merci beaucoup Cryptomatrix pour le sub, en fonction de ce qu'on apprend, eh ben, on scale l'Ether en fait. On scale et c'est ce qu'on veut en fait. On veut pas des communiqués de geeks qui se douchent pas, qui nous parlent de trucs complexes. En fait, on s'en branle. Nous, ce qu'on veut, c'est que ce soit rapide, ça marche bien. Voilà, basta. Donc ça, c'est la première chose. Donc il y a plein de communications qui sont extrêmement positives, plein de membres de la fondation Ethereum qui sont vocaux sur les réseaux sociaux. Dans le même temps, sur Solana, c'est la même chose. Donc ça, c'est cool. Au-delà du fondamental, qu'est-ce qu'on a appris ces derniers mois? Parce que j'ai beaucoup cogité sur ce qui s'est passé en fait. Ce qui s'est passé, c'est que le marché des altcoins a été vraiment la main mise par les VC et les market makers. Et le truc, c'est que les VC, on peut savoir ce qu'ils font parce que c'est enfin transparent. On sait combien ils ont de supply, quand est-ce que c'est débloqué, même si on a vu que dans certains cas, il y a des mensonges sur la réalité. Par contre, on ne sait pas ce que font les market makers. La seule chose que je peux vous dire avec ce que j'ai appris, c'est que déjà, d'une part, les pre-sales, les private sales et compagnie, si vous n'êtes pas un gros bonnet type exchange ou VC tier 1, tier 2, où vous rentrez à des valorisations absolument minuscules, vous êtes potentiellement, même en étant en pre-sale, l'exit liquidity de quelqu'un d'autre. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on l'a vu avec Mantra, on l'a vu avec Mouvement, et on va peut-être en savoir plus par rapport à Layer, etc. On m'a demandé plusieurs fois dans l'émission, du coup, Layer, qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas ce qui s'est passé. On n'a pas de communication. Mais on devine ce qui s'est passé. Et si on devine ce qui s'est passé, c'est que potentiellement, il y a des market makers qui contrôlent le prix parce que justement, ils ont tellement de supply de jetons dans les mains qu'ils ont le pouvoir de contrôler le prix. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire? C'est que moi, je suis investisseur sur Layer, je vais continuer de vous en parler parce que fondamentalement, ça m'intéresse. Et qu'en plus de ça, je suis investisseur privé dessus. Mais je préfère être transparent pour vous le dire. Mais vous, en tant qu'utilisateur retail, moi, ce que je peux vous conseiller, c'est éloignez-vous de tous ces nouveaux Layer 1 ou Layer 2 de vampires qui vont pumper au listing et qui vont dumper à plus savoir quoi en faire parce qu'ils sont survalorisés déjà d'une part, mais aussi parce que d'autre part, il y a des market makers qui font ce qu'ils veulent du prix. Et à partir du moment où ils ont ce pouvoir-là, c'est pas bon. Bitcoin est suffisamment décentralisé, tu peux pas manipuler le prix du Bitcoin comme tu veux. C'est plus possible aujourd'hui. Ethereum, peut-être que c'est possible, je sais pas à quel point c'est possible. Hyperliquid, on l'a vu, c'est un cas à part parce que justement, si les market makers ils veulent faire joujou avec le prix du hype, eh ben il faut d'abord qu'ils accumulent du hype sur les marchés pour en avoir suffisamment pour faire joujou avec le prix. Concentrez-vous sur des projets qui n'ont pas donné trop de pouvoir à des VC, à des market makers. Comme ça, vous vous éloignez de ces projets qui font joujou avec le prix. Moi, c'est ça que j'ai appris. Et j'ai encore beaucoup à apprendre à ce sujet-là. Aujourd'hui, je suis à Dubaï, j'ai parlé avec des gens très intéressants. J'essaie comme je peux de me rapprocher des gens qui ont des informations en off, qui peuvent pas trop parler. Moi, je pourrais vous dire ce que je peux. Il y aura des choses peut-être j'aurai pas le droit de vous en parler, mais j'essaierai de vous donner des indications. Méfiez-vous de ces market makers, parce qu'on apprend qu'il y a des gens dont le métier c'est de pumper le jeton ou de le pumper dans un premier temps pour créer de l'euphorie, pour ensuite se servir des gens euphoriques comme exit liquidity, puis ils poussent le prix vers le bas. Parce qu'un market maker, il crée l'offre et la demande. Donc en fait, ils suppriment l'offre ou la demande, ils envoient le prix dans la direction qu'ils veulent. Donc, eux, leur boulot, c'est déjà de manger sur le spread, donc l'écart de prix entre l'offre et la demande, mais c'est aussi potentiellement d'accumuler du jeton, vous le regerbez dans la gueule, le réaccumuler, vous le regerbez dans la gueule. Il y a 1000 façons de faire de l'argent en tant que market maker. Faites gaffe,
Voilà, vous avez les calendriers de déblocage de jetons, ça sert d'indicateur. Vous savez quand les déblocages arrivent. En général, ça peut sortir le roussi. En plus de ça, il y a des gens qui vont shorter le jeton pour se hedger pour les jetons qu'ils ont en spot. Prenez en considération toutes ces informations-là et c'est pour ça que c'est important d'écouter ce genre d'émission, d'écouter Picsou, d'écouter Grid, d'apprendre et de comprendre tous ces outils financiers qui servent à vous baiser la gueule. Voilà, c'est dit très vulgairement, mais c'est comme ça. Il y a un nombre incalculable de façons de vous niquer la gueule sur ce marché. Et moi, ça fait 8 ans que je suis sur ce marché. Je me fais niquer la gueule comme si ça faisait une semaine que j'étais sur ce marché des fois. Mais j'apprends, c'est comme ça. Donc, concentrez-vous sur des jetons qui vont essayer de pas vous niquer la gueule. BTC, Hype. Et pour ce qui est d'Ether Solana, je sais pas à quel point il y a de marge de manœuvre pour manipuler un jeton, mais ça, on le saura au fur et à mesure de l'aventure. Voilà, merci beaucoup d'avoir écouté cette émission. Je terminerai sur un dernier remerciement pour Bitpanda. Je vous affiche mon écran. Donc, je suis connecté à la plateforme Bitpanda. Vous avez le lien en description pour vous inscrire. Donc, comme je vous ai dit, Bitpanda, c'est une plateforme qui vous permet d'acheter, vendre, gérer vos crypto-monnaies. Vous pouvez très bien déposer vos crypto-monnaies là-bas pour les vendre et récupérer en euros. Bien sûr, c'est un événement imposable. Vous avez la possibilité aussi d'échanger une crypto pour une action, un métal précieux, etc. Il y a pas mal de choses qui sont proposées, comme vous pouvez le voir. Évidemment, ça revient à vendre une crypto. Donc, s'il y a un profit, c'est un événement imposable qu'il va falloir déclarer et un impôt à payer en France. Voilà, je tiens quand même à le signaler. Vous avez d'autres outils. Vous avez la possibilité de faire un plan épargne si vous souhaitez acheter une crypto-monnaie ou par exemple une action Microsoft dans le temps, par virement, par carte. Vous pouvez dire je souhaite acheter toutes les semaines, tous les mois, etc. C'est possible de le faire. Voilà, vous avez tous les outils pour le faire. Vous avez aussi une plateforme pour les traders avec moins de frais, c'est Bitpanda Fusion, ça se trouve ici. Vous vous retrouvez du coup avec plein de paires de trading pour pouvoir acheter moyennant des frais, avec des frais inférieurs, pardon. Donc vous avez cette possibilité-là. Donc je vous laisse regarder tout ça. Très bientôt, Bitpanda va visiblement sortir un wallet. Il va aussi sortir un launchpad. J'ai vu ça sur le site. Donc, on vous fera des communications à ce sujet-là. Et si je me permets de prendre le temps de vous parler de Bitpanda, c'est que tout simplement, c'est le sponsor principal d'une certaine façon de Coin Academy. Ils nous soutiennent depuis très longtemps maintenant. C'est ce qui nous permet de payer le site, l'infrastructure, la rédaction, qui nous permet d'être là pour vous faire ces émissions. Donc un gros merci à eux pour la confiance et on va vous faire un petit concours très prochainement peut-être pour vous faire gagner du merch Antoine Dupont ou peut-être quelqu'un d'autre. Voilà, je dis ça comme ça. Donc je vous laisse profiter de cette émission si elle est sur YouTube. Si elle vous a plu, vous avez tous les liens utiles en description. N'hésitez pas à vous abonner. On se retrouve très vite. Et pour terminer, pourquoi j'ai bougé à Dubaï ? Eh bien, tout simplement parce que je voulais aller historiquement en Asie et j'ai rencontré quelqu'un, une femme asiatique, qui elle voulait ne plus être en Asie. Et j'ai dit bon, toi tu veux plus être en Asie, moi je veux plus être en Europe en tout cas pendant un certain temps. L'Europe, j'ai vu, hein, j'ai fait la France, j'ai fait l'Irlande, j'ai fait le Luxembourg. J'avais envie de changer un petit peu d'air, découvrir un petit peu la digital nomad life. Là, vous voyez, je suis à l'hôtel actuellement. Donc le choix s'est fait sur Dubaï. J'ai pu créer très rapidement un visa freelance. Relancer mon activité commerciale très 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 rapidement. C'est pas comme en Europe où il faut créer une boîte, il faut faire tout un tas de paperasse, de dépôt de TVA, de factures, de payage d'impôts, de machin. J'ai choisi la facilité parce que j'ai des amis qui avaient déjà bougé à Dubaï et qui m'ont dit tu vas voir à quel point c'est simple, tu vas kiffer. Donc c'est pour ça que je l'ai fait. Et aussi parce que Dubaï est un peu la crypto place to be, hein. Il y a beaucoup d'entrepreneurs crypto ici et que j'ai fait pas mal d'événements en France ou en Europe et tu vois un petit peu les mêmes visages et je me suis dit voilà en allant à Dubaï je vais voir enfin des nouveaux visages donc c'est plutôt cool. Et je terminerai là-dessus, on me demande combien la nuit d'hôtel. Et ben si tu utilises le navigateur Brave qui bloque les cookies et que tu cherches bien sur la zone nord de Dubaï du côté Aira, Burj ou Dera, tu peux te retrouver à des nuits d'hôtel autour de 30 €. Ça te fait moins de 1 000 € le mois pour l'hôtel. Donc contrairement à ce qu'on vous fait croire, non, la bouffe est pas plus chère qu'en Europe. Elle est à peu près au même prix, voire moins si vous allez au restaurant. Les logements sont pas nécessairement plus chers. Et évidemment, niveau taxes, bon bah là, je vais pas vous faire un dessin, ça n'a rien à voir, mais forcément, tu cotises pas pour ta retraite, t'es pas éligible au chômage. Par contre, tu as des petites
des petites assurances santé pas chères de très très bonne qualité. Donc voilà, c'est juste un rythme de vie différent. Voilà, et même pour ceux qui se posent la question, j'ai l'intention de faire des enfants, je vais envoyer mes enfants à l'école. En France, l'école est gratuite, c'est vrai, mais tu peux te retrouver avec des très bonnes écoles entre 6 000 et 10 000 euros par an, pardon, à Dubaï, des écoles françaises, des écoles étrangères, etc. Donc n'écoutez pas le FUD sur Dubaï. Oui, il y a des gens un peu fake, des nanas toutes refaites, des gens bizarres. Tu les as aussi en Europe, mais c'est très cool Dubaï. Franchement, je ferai pas ma vie à Dubaï, mais en tout cas, je suis très content d'y être. Voilà, j'ai terminé de raconter ma vie. Je vous souhaite une très bonne fin d'émission et à très vite pour de nouvelles opiums sur Ethereum. Ciao tout le monde. Ciao les potes.